les meilleurs traders, c'est les joueurs de poker. Joueur de poker, c'est un mec qui joue des statistiques. Sans se former, tu peux apprendre à trader sans se former. Mais tu vas passer par toutes les erreurs, toutes les phases, psychologie, ta femme. Alors, combien t'as gagné combien aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui j'ai perdu. Ah, encore perdu. Ah, là c'est mort. Psychologie, là, chaos. Pas trader avec de l'argent que tu as besoin demain, pas trader avec l'argent du ménage. Voilà, il y a toute une préparation. Et tout ça, c'est une éducation pour y arriver. Et si t'as pas tout ça, c'est compliqué. Et le fait de travailler avec des gens qui sont experts dans leur domaine, bah, ils ont déjà fait tout cet effort-là. Et ça a pris des années de boulot, d'erreurs, de perte d'argent, d'investissement, de sueur, de dépression, de pétage de câbles, d'écrans cassés dans les murs. Bon, bienvenue à toi, Marc, sur ma chaîne. Ça fait plaisir. Ça fait un moment que je voulais te faire passer sur ma chaîne. On m'a dit à l'oreillette que Marc, c'est Monsieur Solana. Oula, ah, il paraît, ouais, effectivement, il y a 4-5 ans, là, effectivement, j'ai commencé à investir dans le Solana à 0,15, 0,20, j'en ai parlé un petit peu sur les réseaux à 0,35. Et ouais, effectivement, il y a quelques personnes qui m'ont un petit peu suivi dans l'histoire. Ouais, bah oui, j'ai quand même pas mal de retours par rapport à ça. Et donc, du coup, je voulais absolument que les gens de ma communauté puissent apprendre à te connaître et puis aussi bénéficier de tes tips, comme disent les Américains, de tes conseils. Parce que quand même, ça fait un moment que tu es là et c'est quand même solide. Donc, je pense même que dans le futur, je te ferai revenir, tu vois, par rapport au Blue Run et tout. Mais déjà, Avec on va plaisir. revenir un petit peu sur ton parcours, comment tu en es arrivé là depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, tu es trader et tout, tu es super Ouais. profitable. Déjà, il n'y en a pas beaucoup comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui font pharaon, mais Ah, ben, tous les traders de l'alphabet sur les réseaux, c'est pas. Voilà, quoi. voilà, c'est ça. Donc, en plus, tu connais beaucoup de gens. Bon, on va revenir sur ça, parce que je sais que tu connais Marc Blatta, tu connais aussi Ah, Gilles. je connais beaucoup de monde, ouais. Ouais, l'autre jour, tu étais avec le président du Madagascar. Bon, Voilà. alors, on va revenir au début. Alors, dis-moi, dis-moi un petit peu comment tout ça, ça a commencé. Alors, je vais t'expliquer ça depuis le début. La genèse de toute cette histoire, c'est la faute au frère de mon oncle, de mon père, mon oncle. Quand moi j'étais gamin, donc j'habitais dans la campagne, au milieu de nulle part en Belgique. Pour trouver un arrêt de bus, il fallait faire 2 kilomètres en vélo pour prendre un bus, pour prendre un train, pour arriver dans la première ville un peu importante où il n'y avait rien. Donc j'étais au milieu des champs et pas d'internet, rien forcément à l'époque. Je sais pas, j'ai 46 ans, donc on parle des années 80, 90, 80, 90, et 90 hein, pour parler en belge, parce que je suis belge. Eh bien, mon oncle a toujours été passionné d'investissement et de bourse. Et tous les jours, il recevait un journal à la maison, le journal de l'Écho en Belgique. Et tous les jours, il regardait les cotations dans ce journal. Il regardait, il achetait des actions, il par téléphone, par fax, etc. Puis après ça, en Belgique, on n'a pas eu le Minitel, on a eu le télétexte. C'est un truc sur la télé où il peut voir les cotations en semi-temps réel, etc. Et voilà, j'ai toujours vu ça, j'ai toujours posé des questions. Puis j'ai eu la chance que mon oncle était passionné d'électronique, d'informatique, donc il a eu un des premiers ordinateurs en Belgique qui était possible d'acheter. Et puis moi, j'étais donc, il y a eu des grosses grèves à l'époque où j'allais à l'école, j'étais en primaire. Et du jour au lendemain, je me suis retrouvé chez mes grands-parents parce que ma maison de mes parents était juste à côté de la maison de mes grands-parents. Et donc, je me suis retrouvé en période de grève, j'avais, je sais pas, 8-9 ans. Je me suis retrouvé avec cet ordinateur, un bouquin de basique en français. Et puis voilà, j'ai allumé l'ordinateur, je commençais à chipoter, essayer. Et puis chipoter. C'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'informatique, et à chipoter dans l'informatique. Puis bon, voilà, la finance, toujours vu, toujours entendu parler. Voilà, puis bon, 10, 12, 13, 15, 16 ans. Puis au début des années 2000, mon père, je me rappelle, qui a investi dans Astra. Et puis, il était tout content, il était à la banque lui a conseillé d'acheter des actions de les satellites Astra, etc. Puis, il y a une grosse bulle qui explose. Il perd, je sais plus, 50-60% de son investissement, parce qu'il n'y connaissait rien, il a juste acheté comme ça, sans stop loss, sans rien. Puis, c'est un peu une des premières crises qu'on a eues dans les années 2000, hein, une explosion de la bulle. Puis, bon, voilà, ouais, c'est de la merde, la finance, machin, tout ça. Donc, faut toujours entendu un peu du bien, du pas bien, le père, le truc, le machin. Mon oncle, qui lui, il faisait quand même pas mal d'argent sur du Forex. Donc, il a beaucoup travaillé en Afrique, hein. Il a travaillé au Gabon, pour Petrofina. Petite histoire aussi par rapport à l'Afrique. Donc, mes grands-parents maternels, mon grand-père était responsable de toutes les brasseries Primus en Afrique, Congo, Brazzaville. Et mon père, lui, s'occupait de tout l'événementiel pour Mobutu. Donc, il a à la maison, il y avait des disques dédicacés de Dalida, des Jodassin, des trucs, des machins. Il s'occupait des salles cinéma et tout ça. Donc, voilà. Et donc, bah, moi, j'ai fait mes études dans la technologie de l'informatique, donc électronique, informatique, programmation, où ça s'est très bien passé. Et puis, après ça, bah, j'ai commencé à travailler dans une boîte belge qui s'appelle Electrabel, qui est un peu l'équivalent d'EDF en France, hein, en 2000. Et puis après ça, il y a l'ouverture du marché d'énergie un peu partout en Europe. Et à cette époque-là, bah, les salles de marché, le trading, c'était fax, messagerie Yahoo et par téléphone, ce qu'on appelle les Etrali. Et puis du jour au lendemain, il y a un mec je me débrouillais pas trop mal dans l'informatique, etc. Chez Electrabel à l'époque. C'est un peu la genèse, hein, 2000. Hein. Cette époque-là, on se posait la question de savoir si Internet, ça allait marcher ou pas, quoi. C'était encore, tu vois, c'était le début. Et puis l'ouverture du marché d'énergie. Donc à l'époque, toutes les entités énergiciens, c'était l'État. EDF, c'était l'État.
l'État. En Belgique, Electrabel, c'était l'État. Et puis, cette ouverture du marché de l'énergie. Et il y a le mec du business, là, chez Electrabel. Comme j'étais là très tôt le matin, je résolvais beaucoup les problèmes dans les salles de marché, etc. À l'époque, c'était 10 mecs dans une salle, je dis, avec une messagerie Yahoo et un téléphone, quoi. Hein, c'est un fax. Et du jour au lendemain, ben, il me dit, bah ouais, l'ouverture du marché de l'énergie, ils vont racheter des unités de production à Lyon. C'est la CNR, ça t'intéresse? Bon, à l'époque, j'avais 20 ans. Bah, je dis, bah ouais, vas-y. Lundi, je prends l'avion. Et puis, le moment où j'ai mis le doigt dans l'engrenage, je suis parti pour 5 ans de voyage permanent à automatiser toutes les centrales électriques partout en Europe, à créer les premiers dispatchs, à créer la première salle de marché qui était à Lyon, place des terreaux. À l'époque, c'était le début des écrans plats, pour te dire. Hein. On parle quand même 2001, tu vois. Ça coûtait 40 000 euros un écran plat à l'époque. Et puis voilà, et donc en fait, j'ai eu la chance de pouvoir développer de zéro tout le système de trading qui s'appelle aujourd'hui NJ, monter les salles de marché à La Défense, Bruxelles, Italie, Hollande, Allemagne, Portugal, puis par extension Bangkok, etc. Et donc j'étais CTO de l'entité de trading énergétique de ce qui s'appelle aujourd'hui NJ. NJ, c'est quand même le troisième leader électricité et gaz au monde, avec Albert Frère, etc. Et je sais pas, il doit y avoir 500, 600 000 personnes qui travaillent dans ce groupe-là aujourd'hui. Et donc voilà comment j'ai atterri un peu de la technologie avec la passion de la finance dans les marchés financiers. Et puis entre-temps, il y a eu plein de choses. En 2008, crise financière. Moi, je faisais du trading comme un sauvage, pas de stop-loss, rien du tout à l'époque parce que tout montait. Margin call, tout perdu, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de formation, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai perdu plus 5-6 000 euros à l'époque. Puis après ça, tu te poses des questions, tu regardes comment ça fonctionne, etc. Tu te renseignes, tu te formes un petit peu. C'est comme ça que j'ai rencontré aussi Olivier Seban dans l'immobilier et dans la finance et d'autres. Et puis après cette crise de 2008, c'est arrivé 2009-2010, la technologie de la blockchain, qui était révolutionnaire en tant que technologie. À l'époque, en Belgique, pas possible d'investir dans le Bitcoin quoi que ce soit, parce qu'il n'y avait pas d'exchange qui était accessible. 2012, le premier exchange à laquelle on peut investir avec un transfert bancaire ou une carte bleue Coinbase. Donc 2012, j'achète mes premiers Bitcoins, $50. Moi, je suis un fervent défenseur de la blockchain et du Bitcoin. D'un point de vue technologique et d'un point de vue... Mais comment tu as fait, sans vouloir te couper, comment tu as fait pour tout de suite te dire que c'est vraiment une opportunité Technologie. D'abord, c'était la technologie. Donc, le fait que ce soit à l'époque, dans le monde de l'informatique et de l'architecture des systèmes d'information, quand tu vas vraiment dans la théorie, on parle du système OSI. Le système OSI, c'est 7 couches. Couche physique, transport... machin, etc. Tu vois, jusqu'à la présentation. Et avec la technologie de la blockchain qui arrivait, ils voulaient rajouter une huitième couche. Une couche de persistance de données, de non-répudiation distribuée. Dans le système informatique, si tu veux stocker de l'information hors blockchain, c'est une base de données, c'est des fichiers, etc. Mais bon, c'est centralisé, tu modifies l'information, elle est modifiée. Donc, on dit que là, il y avait une persistance des données, non-répudiation, c'était distribué, avec des stockages d'informations qui ne coûtaient rien à l'époque. Même toujours maintenant, tu veux stocker de l'information qui va rester à vie disponible, tu fais une transaction dans la blockchain Ethereum et tu peux stocker des informations dans la transaction et ça va stocker à vie et tout le monde peut le regarder à vie dans la blockchain, tu vois. Et donc voilà, donc tout ça, moi je trouvais j'étais à fond dans la technologie. Puis par la force des choses, Bitcoin, à l'époque, Bitcoin, ça servait à acheter de la drogue, des armes et des stéroïdes, quoi. Moi, je connais énormément de gens, ils achetaient du Bitcoin avec du cash pour aller sur le dark web pour se faire livrer des stéroïdes à la maison. Mais j'en connais plein en Belgique, hein. Voilà. Et donc voilà, quoi. Puis je continue à suivre ça, Ethereum, sortie d'Ethereum, XRP, LTC, etc., etc. J'ai toujours été à fond dedans, toujours. À cette époque-là, je te parle, 2014, personne n'y croyait, c'était des scams, des trucs, des machins, c'est de la merde. Et puis après, à force des choses, voilà, je suis arrivé à convaincre beaucoup de personnes que vous connaissez peut-être. Par exemple, Rodolphe Stéphane, IVT à Lyon, Jean-Louis Cussac qui passe sur BFM de façon régulière, qui est un maître dans les options, qui était un trader à Paris. À l'époque où on jetait les papiers encore quand on passait des trades dans une corbeille. Voilà, il y en a plein. Romain Bayeul, les machins, les trucs, j'en ai convaincu mais des dizaines, des centaines à l'époque, pas sur les réseaux, pas exposé rien du tout, mais moi j'étais à fond dans la tech et là-dedans, quoi. Et donc voilà comment j'ai toujours été de près ou de loin dans les marchés financiers, la crypto, le trading, l'investissement, l'immobilier, etc., quoi. Olivier Seban aussi, je l'ai convaincu aussi à passer dans la crypto, quoi. Et puis voilà, un petit peu d'histoire. À l'époque, c'était pas sur les réseaux, hein. On arrive jusqu'en 2120, on est en 24, en 2019. Jusqu'en 2019, 2018, je suis pas sur les réseaux. Je suis tranquille, j'ai Snapchat, à part filmer des culs et des bouteilles dans les boîtes, rien d'extraordinaire, quoi. Et du coup, tu tradais à cette époque-là ou tu holdais plutôt? J'ai commencé à trader, les premières plateformes où on pouvait trader en Belgique, chez Keytrade, c'était en 2007. J'ai commencé en 2007 à trader sur des CFD avec du levier. Ok, et sur la crypto? Première crypto que j'ai acheté, je te dis, par Coinbase 2012. Et puis trading actif, ça a commencé plutôt 2014.
Ah ouais, donc du coup, tu t'achetais plus et après tu gardais, quoi. Ouais, là, à l'époque, c'était du buy and hold, hein, avec des clés USB que j'avais bricolées, avec des wallets et des machins comme ça. Mais vraiment, trading actif crypto, c'était plutôt 2014, ça a commencé. Ah, c'est vraiment incroyable. Tu fais vraiment partie des précurseurs qui ont Ah ben, cru. moi, en 2017, j'ai encore les trucs à la maison, hein. En 2017, je travaillais à cette époque-là, je commençais à travailler pour les banques, etc. Je me baladais avec des sweatshirts. Derrière, c'était marqué Fuck DAX, donc le DAX, c'est l'indice allemand. Mhm. Et devant, c'était marqué, je l'ai toujours. Ben, d'ailleurs, il est sur mon Insta, tu vas le trouver. Je suis en gris, je suis avec un mec dans les bras qui est le CEO de eToro, qui doit peser 4 milliards, je pense, côté dans le Nasdaq, un des plus gros exchanges au monde. Et j'étais avec lui à Barcelone c'était en 2016-2017. Je l'ai aidé à faire développer sa plateforme à l'époque eToro. Et j'avais mis devant I love Bitcoin, Ethereum, LTC, XRP, etc. Et je me baladais comme ça un peu partout, dans toutes les gros meetings avec les banques et tout, je me baladais avec ça pour Et, montrer bah, attends, et comment tu as fait pour rencontrer le banking. fondateur? Le fondateur d'Itoro, un peu par la force des choses. À l'époque, j'ai rencontré des personnes dont il ne vaut mieux pas trop citer le nom parce qu'elles ont mal tourné, elles ont fait beaucoup de scams. Mais c'était le début de l'affiliation, hein, sur les plateformes de trading. Et à l'époque, Itoro était occupé de se lancer, il faisait des grosses affiliations. Et en fait, moi, j'ai jamais fait d'affiliation, mais en fait, j'ai rencontré des gens de chez Itoro via ces personnes-là. Moi, la plateforme, je la connaissais, etc. Et puis j'avais des idées, des choses que j'aurais bien voulu expliquer. Et les mecs que j'ai eu en face de moi qui travaillaient directement pour Yoni Assia, qui est le CEO, je trouvais que j'avais des bonnes idées. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à Tel Aviv, Champion Tower, dans le bureau de Yoni, où il m'avait accordé 10 minutes de son temps à l'époque, parce que lui, il gère son agenda par 15 minutes. Hein. Alec Henry, hein, c'est 15 minutes. Hein. Tout est chronométré. Et la réunion a duré 2h30. Il a tout annulé, etc. Et puis voilà, on a sympathisé. Et puis je l'ai revu à plusieurs reprises. Je l'ai revu à Barcelone. Je l'ai revu dans différents événements. Et on a pas des contacts ensemble. Parce que j'ai des remarques qui étaient pertinentes par rapport à ce qu'ils s'étaient occupés de développer et des idées qu'ils ont implémentées. Donc voilà, quoi. Du coup, on a sympathisé un petit peu. Putain, c'est énorme. Et donc, du coup, à quel moment tu arrives sur les réseaux? Alors, tu m'as dit, vas-y, dis-moi. Alors, Covid, décembre, attends, c'était quoi? Pendant décembre 2019, 27 décembre 2019, avec mon pote Grégory à Marbella. J'ai dit, putain, vas-y, on se barre, on va faire un tour. Là, j'en ai marre, tout est fermé, il n'y a rien, ça fiché. Il me dit, bon, on fait quoi? Ouais, vas-y, on va à Dubaï. Allez, vas-y, on va faire Nouvel An à Dubaï. Bim, hop, on prend le ticket tous les deux. Nous, la partie 27 décembre, bagage à main. On se dit, on va 4 jours, 5 jours, puis on revient. Ok, vas-y. Prends l'avion, on arrive à Dubaï. Bon, moi, à l'époque, j'étais sur les réseaux, Snap, je sais pas, j'avais 15 followers, Instagram, rien du tout, Facebook. Et voilà, je faisais des stories, je sortais, machin, puis je montrais mes graphiques, je montrais ce que je faisais. Et tous les jours, je tradais, quoi. Je tradais, je montrais, j'expliquais un peu aux quelques personnes qui me suivaient. Et en fait, arrivé à Dubaï, hein, par hasard, dans mes followers, il y avait des personnes que je ne savais pas du tout qui c'était. Et il y avait des personnes du monde de la musique, le manager de la crime, l'associé de Fianso, Kala pour ne pas le citer, et d'autres. Et me voilà à Dubaï. Et moi, j'étais à Adresse Downtown dans la piscine. Je fais des vidéos. Je sors de la piscine. Et il y a un mec qui m'appelle et me dit ça, Marc? Ah, j'ai dit ouais, et tout, machin. Il me dit on se connaît pas, mais je te suis, tout, c'est bien ce que tu fais, tout ça, blablabla. Là, on s'installe avec Nabil, hein, Nabil Soirée, pour ceux qui connaissent. On commence à discuter, etc. Machin, il m'explique un peu ce qu'il fait. Voilà, manager de la crime, machin. Bon, moi, à part NTM, je connaissais pas grand chose à l'époque. Donc, hein, ouais, c'était plutôt nos deux francs empire que le reste. Et donc, voilà, pour Mhm. rigoler, donc on discute, machin, etc. Il me dit putain, c'est bien ce que tu fais et tout. Tu devrais partager ça. Je comprends pas pourquoi t'as pas de followers, pourquoi tu t'exposes pas sur les réseaux, tout ça. Je sais pas, moi, je fais ça comme ça. Moi, je traite pour moi, quoi. Entre guillemets, je m'en fous les autres. Moi, je fais pas d'affiliation, je fais rien, j'ai rien à vendre, je fais mes trucs. Ouais, mais c'est bien ce que tu fais là depuis longtemps, etc., etc. Et puis en fait, c'est ces gens-là qui m'ont poussé dans la lumière. Donc du jour au lendemain, je me suis retrouvé avec des Lacrim, avec des Soul King, avec des Coffs, avec des GMK. GMK qui a jamais parlé de personne dans sa vie. Je me retrouve à Monaco avec GMK. Je me retrouve avec des Nabila, avec toute une série de personnes que je n'aurais jamais pensé voir ou quoi que ce soit. Et puis voilà, ces gens-là m'ont poussé dans la lumière. Puis simplement, j'ai partagé ce que je faisais depuis toujours, quoi. Et puis c'est comme ça que ça a commencé un peu l'histoire des réseaux sociaux avec MMA Pas de Tracas, parce qu'en fait, d'où ça vient aussi MMA Pas de Tracas? Je m'appelle Marc Mazur, et dans le monde de l'informatique et de l'IT, quand tu fais du code et que tu fais de la configuration, tu mets un trigramme. Marc Mazur, c'est MMA. Et puis voilà, puis simplement en rigolant, parce que moi, dans tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, dans le business, il n'y a jamais eu de problème, et je suis toujours là pour résoudre des problèmes. Et comme il y a la mutualité du Mans, MMA, zéro tracas, zéro blabla, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de blabla, c'est toujours focus et résultat. Hein. Donc voilà, et c'est comme ça que c'est venu un peu cette histoire, MMA pas de tracas, des influenceurs, des AD Laurent, des Job, des Bibi Driver, paix à son âme, Yacine, et toute la clique
Tu peux même pas imaginer tous ceux qui sont là, et je les connais tous, quoi, voilà. Ouais, c'est vraiment incroyable. Et à quel moment t'es devenu rentable? Parce que tu vivais déjà de ton trading à ce moment-là? Non, non, à l'époque, attends, tu parles au Covid? Ouais, on va dire le Covid. Ouais. Donc avant le Covid, honnêtement, entre 2007, 2008, etc., non, parce que 2008, grosse crise financière, grosse perte, là j'ai cramé un compte, là que j'ai découvert ce que c'était un margin call. Et après ça, ben, j'ai eu mon premier enfant, je faisais beaucoup de rénovations, il y avait des gros projets, tout ça. Donc les trading, c'était pas trop actif, j'avais pas le temps. Donc j'ai tradé un peu, mais c'était pas top, trop de stress, pas focus, donc pas rentable. Et puis après ça, je me suis vraiment attelé. Et une fois que je me suis attelé, que je me suis concentré dessus, et que la psychologie a vraiment, j'ai passé un cap avec la psychologie, oui, je suis devenu rentable. Et puis il y a eu un gros événement en fait qui m'a fait devenir rentable et où après ça, entre guillemets, j'ai plus jamais perdu. Enfin, on gagne, on perd, hein, on gagne pas tout le temps. Mais je veux dire, sur le long terme, je ne perds jamais, et je peux le dire. Et en fait, bah, c'est un événement dans ma vie qui a changé ma vie. Le 22 mars 2000, c'est quoi encore? Attends, je dois avoir 10-12 ans. 2012, de mémoire. J'étais à Zaventem, non pas 2012, 2014, j'ai oublié la date, 2013-2014. J'étais à Zaventem, j'allais à La Ciotat, à Marseille, chez Gemalto, justement pour un des projets que j'ai fait, qui a aussi changé la vie de beaucoup de gens, qu'on en parlera après, en Belgique, avec l'identité digitale. Explosions, trois bombes. Je suis au milieu des bombes à Zaventem, je vois les gens voler, morts, etc. Donc c'était une attaque de terroristes, hein, à l'époque du Bataclan, etc. Hein, c'était la même période. Et où il y a trois bombes qui ont explosé. Enfin, il y a trois bombes placées à Zaventem, il y en a deux qui ont explosé, la troisième n'a pas pété, elle était devant moi. Et j'ai eu la chance d'être assis au Starbucks Café. Et en fait, c'est la paroi du Starbucks Café qui est en bois, avec la vitre qui a explosé sur moi, qui a absorbé toute la partie métallique des bombes. Et en fait, bon, forcément, j'étais KO après ça. Psychologiquement, c'était un petit peu compliqué. Et en fait, ça m'a fait un énorme reset. Et j'ai appris quelque chose qui a changé ma vie en termes de psychologie. Ça s'appelle le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est quelque chose, on en parle beaucoup, mais entre en parler, le comprendre et l'appliquer, une grande marge de différence. Et en fait, après ça, quand tu as vécu ça, que tu as vu des gens déchiquetés devant toi, que tu as vu des gens souffler, c'est die hard en vrai, quoi, hein, les plafonds qui s'écroulent, les machins, etc. Et ça change ta vie, tu vois les choses autrement, tu relativises, et tu te dis qu'il y a des choses qui sont importantes et des choses qui sont pas importantes. Et en fait, le lâcher prise, pour moi, ça se résume simplement dans le fait que bah il y a un problème, soit tu sais résoudre le problème directement, ou soit tu peux influencer pour résoudre ce problème, ou soit tu peux pas résoudre le problème. Problème de santé, cancer, etc. Moi, j'ai perdu énormément de membres de ma famille de cancer, à commencer par ma mère, mon père, etc. Et je n'ai rien pu faire pour eux, à part être là, pour eux, partager du temps, les aider, etc. Et j'ai pas jamais pu résoudre le problème. Et à un moment donné, tu te dis, bah voilà, il était dans tous les hôpitaux, il a essayé tous les traitements, il a fait tout ce qu'il peut, tout ce qu'il pouvait, mais je ne peux rien faire pour lui. Et c'est comme ça. Et il faut accepter les choses. Voilà, il va mourir, il va mourir. C'est comme ça. On a fait tout ce qu'il fallait. Et pas de souffrance, rien du tout. On peut s'euthanasie. Bon, je te passe les détails. Et voilà, et c'est comme ça. Et puis ça fait partie de la vie. Et puis c'est des choses qu'il faut arriver à accepter. Et en fait, psychologiquement, ça m'a endurci à un point où en fait, je veux dire, voilà, le trading, c'est comme le poker, c'est comme plein de choses. On le dit tout le temps, dans chaque bouquin que tu ouvres, dans chaque formation, on te parle de psychologie. Et c'est pas pour rien. La technique de comment trader, euh, je veux dire, les statistiques, c'est plus facile que la roulette. La roulette, tu as le rouge, tu as le noir, et tu as le vert, tu as le blanc, le zéro. Donc les stats, elles sont faussées. Tandis que là, je vais dire, c'est 50-50. Soit ça monte, soit ça descend. Après ça, c'est de la psychologie, de la stratégie et de la technique qui améliore tes statistiques. Mais si tu fais un plan, que tu respectes le plan et que ta psychologie est bonne et que tu suis ton plan systématiquement comme un joueur de poker, tu ne peux pas perdre. Oui, tu vas gagner, perdre, perdre, gagner, perdre, perdre, gagner, 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 perdre, perdre, perdre. Mais sur le long terme, tu es toujours gagnant. Et c'est en fait ça qui m'a fait vraiment devenir rentable, c'est la psychologie. Après ça, c'est clair qu'il faut faire de l'analyse graphique, avoir une bonne stratégie, respecter un plan, money management, trouver les bons projets, les bonnes cryptos, etc. Il y a un tas de choses, hein, ça ne se fait pas en 2 minutes. Mais en partant de zéro pour être rentable, en étant appliqué, il faut entre 6 mois et 1 an pour quelqu'un qui est vraiment déter. Quelqu'un qui est moins déter, qui est un peu plus volatile, je vais dire, et qui est moins concentré, il va mettre 12, 24 mois. Après, il y a pas mal de gens qui n'y arriveront jamais parce qu'ils n'ont pas la psychologie, ils ne sont pas déterminés. Ils sont des jouettes. Donc, voilà. Ouais, mais ouais, parce que ce que tu dis, tu vois, moi je connais des personnes, personnellement, je crois que ça doit faire des années, je sais pas, 5 6 ans, qui sont, qui me disent qu'ils sont dans le trading, et les gars, ils sont jamais rentables, quoi.
Ben, déjà, la première erreur, tu vois, et moi j'ai vécu cette erreur. Quand j'ai eu à l'époque où j'ai eu mon fils, en fait, je bossais et tout pour Engie, GDF, j'avais des activités complémentaires, j'avais l'IMO, etc. Et j'avais pris congé tous les vendredis, 4/5e, et je me suis dit, tous les vendredis, je trade. Ben, c'est la pire erreur de ma vie. Un, le vendredi, c'est le pire jour du monde. Deux, c'est pas parce que tu as décidé que tu allais trader qu'il y avait des choses à faire. Et trois, le trading, c'est 80-85% d'attente, de patience et d'analyse, et 15 à 20% d'action, mais quand l'action est là, il faut y être. Il faut être présent, il faut attaquer. Et c'est ça le gros problème. Et les gens, ils travaillent, ils prennent le téléphone, ils regardent, puis il y a les réseaux sociaux, l'influence, les mecs qui disent ah, moi j'ai gagné autant, machin, etc. Puis l'autre il dit putain, j'ai encore raté ça, merde, j'ai encore raté ça, merde. Et puis il ouvre son téléphone, il dit allez, vas-y, c'est bon, je regarde. Et là, il va trouver quelque chose qui n'existe pas, et il va prendre un investissement à action, alors qu'il n'y a rien à faire. Et c'est là que ça commence la spirale des emmerdes. Alors en général, il va commencer, il va ouvrir une position à trade. Il va pas mettre de stop loss parce qu'il va dire t'inquiète, mais moi je suis devant l'écran, moi je sais gérer les risques, t'inquiète, je vais regarder, ça va bien se passer. Et là, ben, forcément, ben, ça part dans le mauvais sens, un peu, beaucoup. Et puis là, il commence à tomber dans l'espoir. Mais ça va aller, ça va aller. Ouais, je vais racheter un petit peu, ça va aller. Et puis là, il remet une position. Et puis là, il part dans une martingale. Et puis là, en fait, il y a Trump qui envoie un tweet. Et puis là, ça se pète la gueule. Et puis là, il se dit putain, merde, c'est de la merde en fait. C'est de la merde le trading. Paf, c'est fini, il a tout perdu. Durée de vie d'un compte de trading sur un retail qui n'est pas formé, 7, 10 jours. Ah, c'est vraiment incroyable. Et c'est marrant parce que je vois les deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui disent les mêmes choses. Ouais, mais pourtant, techniquement, je sais tout faire. Mais je sais, je vais y Psychologie. arriver. Psychologie. Moi, je te dis, moi, franchement, ça me prend. Allez, quand je parle du trading, investissement moyen terme, long terme, je ne parle pas du trading actif en permanence la journée, parce qu'il y a des périodes où j'ai pas le temps et il n'y a rien à faire. Par exemple, là où je te parle maintenant, on est sur des super niveaux. Là, cette semaine, ici, ça va être les jours qui vont venir, ça va être un truc incroyable. Ça, c'est de nouveau casser un peu la gueule avec Trump, avec dont on parle, là, on est fin mars ici hein, pour 2025, pour donner une date. Il y a toutes les discussions avec les taxes sur les imports-exports, etc. Plus, il y a des phénomènes techniques qui sont en place ici jusqu'au 1er avril que personne ne regarde, mais il y a toute une libération de dividendes. Et quand il y a des dividendes qui sont libérés, bah, ça on prend ça des cours, de la caisse, c'est normal, et donc les cours chutent. Et donc en fait, dans les cercles de marché, ils ferment les positions sur ces expositions-là pour pas subir cette libération des dividendes. Et donc ça, plus Trump, machin, donc ça fait que les marchés ont un peu retracé. Le Nasdaq a perdu 3% vendredi, ce qui est énorme. Les cryptos, là, ont perdu 5-10%. Mais il n'y a rien de catastrophique. Je dis, Trump, il met des taxes pour ouvrir la négociation avec des pays. Dans 2 semaines, c'est fini. C'est une méthode de négo. Après ça, libération des dividendes, bah, c'est chaque année. C'est un mécanisme classique. Les gens, ils comprennent pas. Ils disent ah mon Dieu, putain, on est en bear market. Ah ouais, vas-y. Tu vas crier, c'est bien. Moi, pendant ce temps-là, j'attends, je mets mon épuisette et je vais racheter les soldes. Et puis on est reparti. Et en fait, c'est ça. Et simplement, il faut comprendre. Donc, il faut comprendre. Donc, on investit. Les 3 quarts des gens, même 85-90% des gens, ils ne comprennent rien. Ils font parce qu'ils ont entendu que. Mais ils ne se posent pas de questions. Et ça, c'est un deuxième point du succès dans l'investissement, quoi que ce soit. C'est pas faire croire aux autres, pas faire confiance aux autres. Il faut faire ses propres recherches et avoir ses propres convictions. Et il y a des gens qui sont matrixés. Je vais te prendre un exemple à la con, 2 secondes, tu vas voir. C'est très très simple. Combien de fois, mais des dizaines de milliers de fois, il y a des mecs qui viennent dire ah Marc, t'as vu cette crypto là? Elle cote à 0,001. Putain, c'est incroyable, elle est pas chère. Putain, ça va exploser. Ouais, Bitcoin trop cher, Bitcoin 85 000, trop cher. Attends, je vais t'expliquer. Donc déjà, c'est pas parce que ça cote à 0,0001 qu'il y a plus de potentiel que le Bitcoin qui a 85 000. Il y a un truc qui s'appelle la tokenomie, la liquidité, les machins, etc. Tu vois. Si tu as un token qui cote à 0,00001 et qui n'a pas de liquidité, il va jamais monter. S'il y a trop de liquidité, les machins. Et donc, ils comprennent pas. Ils comprennent pas qu'on peut acheter jusqu'à 7 chiffres après la virgule un Bitcoin. Tu peux acheter $1 de Bitcoin si tu veux. Et le Bitcoin, il peut très bien monter à 1 million et faire x10, x100 ou même plus. Et les gens ne comprennent pas. Et ils partent du principe ah, c'est pas cher, donc c'est bien. Matrixé par les soldes. Donc, voilà. Donc, il y a un travail d'éducation à faire, mais phénoménal. Et c'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas. Ils copient, ils regardent les traders de l'alphabet, les traders en carton, les mecs qui font de l'affiliation, qui n'ont jamais eu un ordinateur ou une station de trading devant eux. Après ça, c'est bien. Ils font de l'affiliation, ils font de l'oseille. Et puis voilà, si c'est pas eux, ça sera quelqu'un d'autre. Donc ils prennent la part du gâteau. C'est pas une arnaque, hein. Ils font de l'information broker. Voilà, ouais, c'est comme ça, c'est de l'affiliation. Mais c'est pas des traders, c'est des mecs qui font du show. Ils mettent des quichers dans des voitures, ils vont acheter 10 voitures, ils mettent des voitures dans des avions pour l'été, ils vont faire les tours à Cannes. Le machin, ils se mettent dans des jets privés où ils se mettent à 10 dedans et ils se montrent un par un. Et puis voilà, ça fait partie du lifestyle des gens qui sont matrixés avec les réseaux sociaux. Mais c'est pas ça le trading, c'est pas ça l'investissement, c'est de la grosse merde. Et voilà, et puis les gens sont matrixés, puis ils vont dans ce système-là, ils sont plumés, puis c'est une arnaque, et puis machin, puis c'est de la merde, et puis c'est tout de la merde. Et puis voilà, alors que c'est important d'investir, parce que si tu n'investis pas aujourd'hui, avec l'inflation, avec tout ce qui se passe,
ton argent sur ton compte en banque, il perd de la valeur chaque année. On a une inflation entre 5 et 7%. Un compte en banque, c'est quoi? 2, 2,5. Donc chaque année qui passe, tu perds 5. Tu fais 5, 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Après 10 ans, tu as perdu 50% de ton pouvoir d'achat. Tes 100 euros aujourd'hui, ils vaudront 50 dans 10 ans. Et dans 20 ans, tu feras quasi tout. 80-85%. Et les gens ne comprennent pas qu'ils sont obligés d'investir pour ne pas perdre d'argent. Je n'ai même pas dit pour pas en gagner, mais pour pas en perdre. Et c'est ça qui est incroyable aujourd'hui. En Europe, c'est ce lavage de cerveau et cette non-éducation financière à l'école qui fait que les gens, c'est des moutons. Et puis après ça, ils commencent à bosser. Et puis 10 ans plus tard, les emprunts qui augmentent, les taux d'intérêt qui augmentent, l'inflation qui augmente. Ah putain, c'est dur, on n'y arrive pas. Puis ils sont matrixés un peu par les réseaux sociaux, ils achètent des trucs de marque, ils s'endettent, ils achètent des crédits, ils sont jusque-là. Et puis ils sont dans la matrice complètement, quoi. Et puis voilà, quoi. Les petits moutons. Et toi, selon toi, parce que là, tu me disais qu'il y a beaucoup d'aspects psychologiques au niveau du trading, c'est quoi les qualités psychologiques nécessaires pour pouvoir être rentable? En fait, les meilleurs traders, c'est les joueurs de poker. Le joueur de poker, c'est un mec qui joue des statistiques, il joue contre lui-même, il joue contre les autres. Après ça, la chance, qu'on appelle la variance pour le bluff, c'est une partie infime, mais il joue des statistiques, il joue des openings, il regarde les cartes qu'il a en main, les cartes qu'il a sur la table, et il va jouer pendant 5 minutes, 1 heure, 10 heures, 20 heures, 24 heures, 36 heures d'affilée. Et il va respecter ses règles, il va respecter son plan, et il ne déroge pas à son plan. C'est comme un pilote de Formule 1. Le pilote de Formule 1, il a fait tellement de simulateurs qu'il peut faire le circuit les yeux fermés, il connaît tout par cœur. Et il suit son plan, il a une psychologie imparable, il est fatigué, il y a une mouche dans l'œil, il doit faire pipi, n'importe quoi, il va suivre son plan et il va continuer à être consistant parce qu'il ne peut pas ne pas être consistant. Et c'est ça qui est important dans le trading, c'est cette consistance et ne pas déroger à la règle. Après ça, tu peux améliorer ta stratégie, tu peux revoir tes plans parce qu'il y a des nouvelles données, des nouvelles variables qui rentrent en compte. Par exemple, ici, début d'année, on a eu Trump. Au niveau de la crypto, on a un nouveau narratif qui est apparu, c'est America First, Crypto Second, où Trump dit qu'il va mettre en avant et favoriser les cryptos made in USA. C'est à nouveau une nouvelle variable dans l'écosystème d'un point de vue fondamental. Et donc, il faut en tenir compte. Tu ne peux pas faire comme ça et dire je regarde les supports et les résistances et les bougies. Non, non, c'est un ensemble. Et donc, c'est évolutif. Et donc, on se remet en question régulièrement et on améliore le système par des nouvelles variables. Mais c'est ça qu'il faut, c'est comprendre toutes les variables qui rentrent en jeu, la psychologie, et suivre ses plans et ses analyses. Moi, je me lève, voilà, le matin, j'ouvre mes écrans, j'ai mes graphiques par actif, j'ai tous mes supports, mes résistances, mes plans, mes machins, mes alertes et tout. J'ouvre tous les matins, quand j'ouvre le matin, je regarde, ah, ça n'a pas changé, ah, ça n'a pas changé, ah, ça n'a pas changé, ah, ça a changé, attention, ça et ça. Et j'adapte mes plans, machin, etc. Je mets mes alertes, mes trucs, je mets mes ordres. Et puis après ça, le plan se déclenche, ça sonne, ça vibre partout, mon téléphone, machin, etc. Ah, tiens, il y a une action sur Solana, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est occupé de pomper. Hop, fondamentalement, je regarde les news, qu'est-ce qui se passe? Le dollar, le machin, le truc, le machin, le bazar, est-ce qu'il y a une annonce sur là? Le truc. Ok, voilà, le plan se déclenche. Ok, go. Alors, je prends en position, je mets mon stop loss, TP1, target profit, 2, 3, 4, machin. C'est parti. Voilà, c'est tout. Merci, au revoir. Puis après ça, le plan se déroule, bien ou pas. Et il se passe mal, stop loss, je perds 0,5, 1% de mon capital, maximum 2-3, ça dépend un petit peu comment j'investis. Et puis après ça, je recommence. Et puis après ça, ça part dans le bon sens. J'atteins mon premier objectif de gain, je bouge ma protection, ce qu'on appelle le stop loss, pour limiter la perte au prix d'achat. Puis ça va TP2, TP3, ça revient en stop loss, etc. Et puis on recommence, et puis on recommence, et puis on recommence. Et c'est comme ça. Et puis on est systématique, et on recommence, et on recommence. Et le marché, il était là hier, il est là aujourd'hui, il sera là demain. L'avantage du marché des crypto-monnaies, c'est que c'est un marché continu, 24, 7, il s'arrête jamais. Pas comme les actions, c'est que la journée, la nuit, ça ne cote pas. Pas comme le forex, etc. Donc des opportunités, il y en aura tout le temps. Il y en avait hier, il y en aura aujourd'hui, il y en aura demain. Et ça aussi, c'est un gros problème au niveau psychologie, c'est la peur de rater l'opportunité. Ce qu'on appelle le FOMO, Fear of Missing Out. Et comme les gens, ils travaillent, ils sont dans leur boulot, etc., puis ils prennent le téléphone, ils disent, putain, si j'avais su, merde, si j'avais su, le Solana 0,35, si j'avais su, etc. Et puis du coup, ils font n'importe quoi, ils disent, ouais, vas-y, j'y vais. Et puis pas de bol, ils achètent au plus haut. Et puis ça se pète, la gueule. Et puis après ça, on est dans la spirale, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Puis voilà, parce qu'il n'y a pas de plan. Et de nouveau, c'est la même chose, c'est stratégie et plan. Il n'y a pas d'opportunité aujourd'hui, il y en aura demain, il n'y en a pas demain, il y en aura après-demain. Et puis c'est ça, peut-être qu'il faut attendre pendant 80% du temps. Et si tu regardes des cycles sur les cryptos, c'est tous les 4 ans, parce que c'est comme ça avec le halving. Maintenant, ça a un peu évolué. Pendant 3 ans, il n'y a pas grand-chose à faire, à part shorter, stacker, trouver des nouvelles pépites, etc. Mais de l'action avec de la volatilité, tu auras peut-être que pendant 18 mois. Et c'est là qu'il faut y être. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils sont matrixés avec le lettre de l'alphabet, qui disent qu'avec $500, tu deviens millionnaire. Mais forcément, ils veulent tout de suite. Ça ne marche pas comme ça.
Et Donc, c'est vraiment une éducation. Sans se former, tu peux apprendre à trader sans te former. Mais tu vas passer par toutes les erreurs, toutes les phases, psychologie, ta femme. Alors, combien t'as gagné combien aujourd'hui? Ah ben aujourd'hui j'ai perdu. Ah, t'as encore perdu. Ah, là c'est mort. Psychologie, là, chaos. Fin, va au PMU. Hein. Ça sert à rien, continue pas. C'est c'est tout ça. C'est- Il faut être libre dans sa tête, il faut être bien, il faut pas être fatigué. T'as fait la fête la veille, traite pas. Moi, c'est les pires erreurs que j'ai fait, c'est le lendemain de la veille. À vouloir trader, t'es fatigué, t'es un peu dépressif et tout. Laisse tomber, tu fais que de la merde. Mais il faut être bien, faut pas de pression, il faut être concentré, pas de gosse, pas de femme qui vient te demander alors t'as fait combien aujourd'hui? Pas trader avec de l'argent que tu as besoin demain, pas trader avec l'argent du ménage. Voilà, il y a toute une préparation et tout ça, c'est une éducation pour y arriver. Et si t'as pas tout ça, c'est compliqué. Mais c'est simple, mais il faut respecter les règles. C'est tout et la recette. Mais c'est pas compliqué, mais il faut respecter les règles. Et là, il faut les connaître, il faut apprendre et il faut les respecter. merci déjà. Hein. Et du coup, mais toi, comment tu fais par exemple pour trouver les pépites? Parce que tu en as trouvé plusieurs, dont la plus connue, je crois, c'est Solana. Comment Ouais, tu il y as a fait? Solana, il y a Plume, il y a Sui, il y en a pas mal. Comment tu as découvert Solana? Ouais, on va partir sur Solana. Alors Solana, on remonte donc 5 ans en arrière, mais un peu plus que 5 ans même. Donc là, à l'époque, on parle principalement Bitcoin, Ethereum. À l'époque, on est à fond dans le metaverse, dans tout ce qui est e-gaming, e-sport, etc. Et NFT, c'est la genèse des NFT. Hein. Donc, à cette époque-là, on n'a pas encore parlé des beer apps et des singes et des machins. On va en parler, on n'a pas encore parlé, pour situer un petit peu la période. Et puis, ben voilà, il y a Bitcoin. À l'époque, Ethereum est toujours en proof of work. Donc, on a des frais de transaction qui sont énormes. On paye des transactions à 10 dollars, 15 dollars, 20 dollars. Le Bitcoin, c'est lent, c'est cher, etc. Et donc, forcément, bon, on cherche des alternatives. On regarde un peu ce qui se passe d'un point de vue technologique, etc. Voilà, il y a d'autres blockchains, mais bon, c'est pas top top. Et puis voilà, bah, à force de chercher, de regarder sur les groupes Twitter, les machins, etc. Bah, moi, je découvre la technologie de Solana qui vient de sortir, qui est proof of history, avec des frais de transaction qui sont, on parle de cents, capacité de traitement, on parle 100 000 fois ce que fait Ethereum, etc., etc. Donc, du coup, bah, je m'intéresse, je regarde, j'investis, je regarde d'un point de vue technologique, je regarde les stacks de développement, je regarde la blockchain, le white paper, vraiment d'un point de vue tech, quoi, avant de regarder. Et je dis, putain, mais ce truc, en fait, c'est révolutionnaire. En plus, dessus, tu as des couches d'abstraction, le langage de développement qui est facile, il y a tout un écosystème qui est prévu avec des DEX, plein de choses. Et je dis, ce truc-là, ça va tout tuer, ça va remplacer Ethereum, c'est une dinguerie, quoi. Et puis voilà, quoi. Puis d'un point de vue technologique, j'y croyais. Puis tu as regardé un peu le projet, tu doxes les gens. Donc, c'est quoi? C'est se renseigner sur qui est dedans dans le projet. Tu te rends compte qu'il y a des mecs de chez Meta, qu'il y a des mecs qui travaillaient avant pour Ethereum, etc. Donc, le groupe fondateur, c'est des malades mentaux. Et donc, putain, la technologie, elle est incroyable. La roadmap, elle est incroyable. Les gens, ils sont incroyables. Ah, putain, c'est un truc de ouf. C'est un concurrent à Ethereum, quoi. C'est ce qu'on attendait, quoi. Puis voilà, je me suis pas trompé. Tout avec Tom Fun, toute la folie des mêmes coins, tout sur Solana. Voilà, puis après ça, ils ont quand même eu des petits soucis. Hein. Pendant 2 ans, il y a eu des coupures, des interruptions et tout. Là, maintenant, ça fait plus de 20 mois. Jamais eu un problème, ça tourne à fond les manettes, il y a eu tous les mêmes coins, etc. Et simplement, ben voilà, moi je viens de la tech, et donc il y a un problème, ben, j'essaie de voir les alternatives au problème, et c'est comme ça que je suis tombé là-dessus. Après ça, voilà, il y a plein de ce qu'on appelle des narratifs, ça c'est ce qu'on appelle les narratifs vraiment des layers 0, hein, donc des blockchains, c'est comme tu dirais, Mhm. tu as de l'immobilier locatif court terme, long terme, locatif pour du commerce, parking, stockage, que sais-je. C'est un peu, tu vois, ces différents secteurs dans un même domaine. Ben, dans la crypto, c'est la même chose. Tu as les layers 0, comme des blockchains, tu as des layers 1 qui sont des couches d'abstraction qui vont au-dessus des blockchains pour avoir de l'interopérabilité. Après ça, tu as tout ce qui est e-sport, tout ce qui est e-gaming, tu as tout ce qui est REA, donc tokenisation d'actifs physiques, donc c'est la titrisation, c'est un peu comme des actions mais dans le monde de la blockchain. Et puis voilà, tu as tout ce qui est dématérialisation d'un portefeuille physique, etc., etc., etc. Et du coup, bah, tu regardes un peu tous les secteurs, l'IA par exemple aussi, tu regardes les secteurs, tu regardes dans quoi on parle de façon générale. On parle de l'IA, ChatGPT, on parle de l'IA, ok. Qu'est-ce qu'il y a dans la blockchain au niveau IA? Ok, l'IA c'est quoi? Ok, c'est de l'intelligence artificielle. Ok, pour que ça fonctionne, il faut quoi? Il faut une blockchain. Ok, derrière la blockchain, il faut des puissances de calcul. Ok, comment ça fonctionne? Il faut de la GPU. GPU, c'est quoi? C'est Nvidia, c'est carte graphique. Ok, quel projet IA qui fait de la GPU distribuée dans la blockchain? Ah, il y a un projet qui s'appelle GPU. Ah tiens, je vais regarder. Ah, il y a un concurrent, c'est Render. Ah ok, tac, tac, tac. Et puis tu regardes, tu décomposes des morceaux, et tu regardes les projets qu'il y a qui composent cet écosystème, et tu regardes qui sont les meilleurs. Puis tu scales, tu scrutes, tu fais ce qu'on appelle du docs, tu regardes les fondateurs, tu regardes la technologie, tu regardes les white papers, etc. Et tu investis comme si c'était des startups, même chose. Et tu regardes, etc. Puis tu tiens, ah, celui-là c'est pas mal, GPU c'est pas mal, tiens, Render c'est pas mal, ah, Hondo c'est bien, ah, Rio c'est bien, ah, Plume c'est bien.
et bam, bam, bam. Et après ça, tu scrutes, puis tu dis, tiens, je commence à investir un peu, je fais un DCA, donc je vais investir en plusieurs fois, je fais un petit peu pour voir, comme ça je le suis, puis je vois que c'est machin, on commence à parler sur les réseaux sociaux, pardon, social proof, truc, machin, et puis voilà, puis après ça, je mets de plus en plus de grosses positions, et je construis comme ça des positions dans différents secteurs pour créer une gestion de portefeuille, diversifiée dans différents secteurs. De nouveau, tu vas arriver à ce stade-là, je l'ai dit en quelques minutes, il y a des années de boulot. Ça paraît simple, mais il y a du taf. Pour expliquer ça dans une formation, ça prend 700 slides, quoi. Et puis, l'écrire, c'est une chose. La personne qui va le lire, c'en est une autre. La comprendre, c'en est une autre. Et l'appliquer, c'en est une autre. Et que ce soit un automatisme, c'est encore un autre niveau. Et après ça, de nouveau, bah, tu te formes pas. Bah, c'est comme toi dans ton domaine, hein. Moi, marketing, j'ai toujours refusé de m'intéresser au marketing et tout ce bordel. Parce que je dis, j'ai déjà ma zone à moi. Le reste, je veux pas le faire. Je ne veux pas. Et puis voilà, c'est pour ça que je travaille avec des gens comme toi qui sont compétents dans leur domaine, qui n'est pas le mien, et moi, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, par la force des choses, parce que j'ai des mauvaises expériences, pas avec toi, mais avec d'autres, dans des business que j'ai en ligne, avec des plateformes où ça s'est mal passé, du coup, ils m'ont forcé à péter un câble et de m'y intéresser. Là, je peux te dire que j'ai démonté complètement le truc, hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis aux États-Unis, à Dallas, à me retrouver dans des salles avec des mecs qui ont été formés par Grant Cardone. Leur pote, c'est Lopez, comment il s'appelle là encore là le Taille mec Lopez. Kyle Lopez, etc. Et ils ont fait les meilleures formations au monde dans le marketing. Parce que je ne veux pas perdre mon temps. Je prends un billet d'avion, ça va me coûter 10K d'investissement. Ça va me prendre 48 heures de formation. Et j'ai gagné 10 ans d'expérience, voire 15 ans, 20 ans en 48 heures. Donc voilà, toi, mais moi là, je me forme. Hein, je me forme tout le temps. Là, je vous parle, je suis à Dallas. Je viens de passer 2 jours de formation, 10 heures par jour à fond les manettes, avec le top du top. Marketing EI. Dans 48 heures, j'ai gagné 10 ans de boulot. Voilà. D'où c'est venu cette appétence à vouloir te former? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, ils pensent que ouais, je peux tout trouver sur Internet, ou, tu vois. Oui, tu peux tout trouver sur Internet. C'est comme tu peux rentrer dans une bibliothèque et dans une bibliothèque, il y a tout. Tout est là. Il faut trouver le bon bouquin et il faut le lire, il faut comprendre, le résumer et puis l'appliquer. Et le fait de travailler avec des gens qui sont experts dans leur domaine, bah, ils ont déjà fait tout cet effort-là. Ça a pris des années de boulot, d'erreurs, de perte d'argent, d'investissement, de sueur, de dépression, de pétage de câbles, d'écrans cassés dans les murs pour avoir la synthèse et le résumé de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire surtout. Et donc forcément, bah, moi, j'ai toujours travaillé comme ça. Moi, mon premier mentor, c'est Olivier Sebon. Moi, je voulais me lancer dans l'immobilier en 2003. Par hasard, je tombe sur lui, mon meilleur ami en Belgique. Un nouvel an, reçoit de son beau-père un livre, Tout le monde mérite d'être riche. Il lit le bouquin. Et moi, à l'époque, depuis toujours, hein, je me demandais avec mes potes qui étaient à l'école et tout, moi, toujours voulu faire des trucs, je faisais des Excel avec des prévisions de revenus, des machins, etc. Moi, je voulais gagner beaucoup d'argent, je voulais acheter du temps, je voulais toujours être libre. Je voulais faire ce que je veux quand je voulais. J'ai toujours voulu faire ça, toujours. Depuis l'âge de 16 ans, 17 ans. Et puis, ils lisent ce bouquin, et moi, je les matrixais tout, c'était mes meilleurs amis. Ils étaient dans le bâtiment en Belgique, et carreleurs, 2 générations. Salut Olivier, salut Michael et salut Seb. Et je les matrixais avec tout ça. Bitcoin, 2001, les trucs, les machins. Pas investir en immobilier, faire des trucs, mais je ne t'ai pas jamais fait. À l'époque, j'étais 4 chez Electrabel, mon père, ouais, très chez Electrabel, t'as la sécurité. Donc j'ai déçu SNJ, t'as la sécurité d'emploi, les trucs. Qu'est-ce que tu vas essayer de faire les autres trucs? Qu'est-ce que tu vas aller faire? T'as jamais mis un clou dans un mur, un machin, etc. Pas les couilles. Et donc il me donne ce livre, il dit écoute, j'ai reçu ce livre-là de mon beau-père. Lis le bouquin, tu vas voir, je pense que c'est ce que tu cherches. Et je lis le bouquin. Le soir même, je lis le bouquin. Je dors pas, je lis le bouquin en entier. Le lendemain, je cherche un peu Olivier Sebon, machin sur Internet, tout le bordel. Je vois qu'il fait une formation à Paris dans le mois d'après. Je m'inscris à la formation directe à Paris, immobilier, investissement, machin. Je vais là-bas, formation incroyable. Tout ce qui est dans ce bouquin, c'est tout ce que j'ai voulu faire, tout ce que j'ai tout voulu faire qui était décrit. Immobilier, se payer soi-même, finance, trading, machin, créer un business, se former, les compétences, tout était écrit, tout ce que je voulais faire. Je me dis, putain, mais tout ce que je veux faire est résumé dans ce bouquin. C'est ouf. Et puis, je vais à cette formation. Bah, par la force des choses, je sympathise avec Olivier. Et puis voilà, je rentre. Première chose que je fais, je vais sur ImoWeb, donc la plateforme pour acheter de l'immobilier en Belgique. Et direct, je cherche un bien à acheter pour rénover, retaper, machin, stratégie, truc, prendre la plus-value. C'est parti, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à investir. C'est à cause de lui. C'était mon mentor et c'est mon ami toujours. Je suis toujours en contact avec lui toujours. Et d'ailleurs, j'interviens. Maintenant, c'est moi qui interviens dans ses formations. C'est moi qui lui explique des trucs aussi, crypto, immobilier, etc. depuis des années. Et voilà, il n'y aurait pas eu ça, ben, je serais toujours peut-être cadre chez NJ, à faire du 8-16. Et quand je reviens de vacances, me poser des questions, c'est quand les prochaines vacances? Et voilà. Et d'être dans ce train-train quotidien, où quand tu passes d'un niveau à un autre, tu vas gagner 200 balles en plus et avoir 10 000 fois plus d'emmerdes. Et à un moment donné, tellement monter dans la hiérarchie, tu vas avoir des gens au-dessus de toi qui vont atteindre leur niveau d'incompétence et qui vont te faire souffrir toute ta vie pour de la merde.
Et puis voilà. Et voilà, il faut se former. Moi, des domaines que je ne maîtrise pas, je vais chez les meilleurs. Que ce soit la santé, que ce soit euh, la méditation, que ce soit l'ostéopathie, que ce soit voilà, ici le marketing. Il n'y a pas mieux qu'eux. Ce que j'ai vu, les mecs, c'est les numéros 1. Le mec qui passe sur CNBC, Grant Cardone, c'est son pote, et Tai Lopez, c'est lui qui l'a formé. Je peux pas trouver mieux. Donc voilà, du coup, j'ai gagné du temps, quoi. Et de l'argent, par la force des choses. Et j'ai pas de temps à perdre à commencer à chercher sur Internet, des Google, et des Mongols qui vendent des formations, et des trucs, et de l'affiliation, et de la merde, et des plateformes qui servent à rien. Et c'est passer tout ce temps à investir, parce que le montant, moi, c'est de l'argent, et d'énergie, et moi, je veux pouvoir profiter de la vie, faire ce que je veux, et j'ai pas de temps à perdre. Donc du coup, je vais là où il faut direct. C'est pour ça que je travaille avec toi, notamment. Eh ben merci. Et du coup, toi, est-ce que tu as une préférence entre l'immobilier, la crypto, les actions, la bourse généralement? Bah en fait, c'est pas une question de préférence, hein, c'est une question de ton profil de risque et ton aversion au risque. Et ce que tu veux faire et comment tu veux investir. Et donc, il n'y a pas un truc qui est mieux que l'autre. Les choses sont complémentaires et c'est des investissements différents. Par exemple, je vais te prendre l'immobilier. Je vais dire, tu es salarié, tu as un couple, vous êtes toutes les deux salariés, vous avez votre résidence principale, vous dégagez un petit peu de revenus supplémentaires tous les mois, vous êtes prudent, tu vas pas claquer ton oseille chez Louis Vuitton, tu pars une fois en vacances tranquillement dans un petit appart, un truc comme ça, tu mets un peu d'argent de côté. Le gros avantage que tu as, parce que tu es employé, c'est que tu as le levier de la banque. Donc tu peux emprunter de l'argent que tu n'as pas en remboursant des taux d'intérêt. Et donc, ça augmente ton pouvoir d'achat, c'est un effet de levier. Et donc, si tu veux commencer quelque part, tu n'as pas d'argent, tu es obligé de commencer par la banque. Si tu n'as pas envie de te lancer dans du e-commerce, du OnlyFans à vendre tes pieds ou que sais-je, je veux dire que tu es obligé d'utiliser le levier de la banque si tu veux rester dans ton cadre de vie et ton train-train quotidien. Et avec le levier de la banque, ça te permet, si tu investis correctement dans l'immobilier, de pouvoir te créer un patrimoine, de dégager plus de revenus supplémentaires. Pour après ça, avec ce que ça dégage, pouvoir faire d'autres choses. Profiter de la vie, avoir une meilleure qualité de vie. Et après ça, peut-être aussi pouvoir réinvestir dans d'autres choses. Et c'est une question de choix. Après ça, tu as des gens qui disent, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas, c'est un marché illiquide, j'ai pas envie parce que c'est bien, mais bon, s'il y a une crise, un machin, je vais rester collé, les trucs, les locataires, c'est de la merde. Et puis il y a des gens qui vont sur un profil de risque un peu plus agressif et ils vont dire, non, mais moi, je veux faire de l'investissement actif. Moi, l'immobilier, ça ne m'intéresse pas. Je veux apprendre à investir mon argent dans des actions, dans des ETF, dans des fonds, etc. Voilà, ok, c'est un truc plus agressif. Au lieu de faire 4, 5, 7 en immobilier par an, en long terme, investir en location long terme, tu vas rien faire du 10-12 sans prendre trop de risques, en faisant une stratégie un peu correcte, machin, etc. C'est un autre profil de risque. Puis tu as des mecs plus agressifs, et disent non, mais moi je veux faire plus, je m'en fous de prendre des risques, je vais me former, je veux apprendre, mais je veux gérer moi-même, je veux pas passer par une banque, je veux pas passer par un fonds, un machin. Ok, les mecs ils se forment, etc. Puis ils font du trading plus actif, ils font ce qu'on appelle du DCA, donc ils achètent de façon régulière tous les mois. Puis voilà, puis tu as des gens qui apprennent l'analyse technique, l'analyse gestion de risque, etc. Ils font du DCA, donc ils achètent de façon régulière, mais ils regardent les graphiques, donc ils prennent les bonnes opportunités, ils achètent au bon moment, et donc ils arrivent à monter peut-être à du, je sais pas moi, du 16% annuel, ou des choses comme ça. Et puis tu as les mecs qui sont à fond, pas d'enfants, rien du tout, qui vivent avec une valise, et qui sont un peu dans l'e-com et des trucs comme ça, qui ont des revenus un peu plus conséquents et qui en veulent, qui sont motivés, et là ils se forment, par exemple Lucas Biver, qui est venu chez moi, plein d'autres qui sont venus. Alec Henry, moi je l'ai connu, il travaillait à l'usine, il y a 15 ans, combien 15 ans pendant 24, 14, ouais, 2012, il arrive à Bordeaux, avec sa petite chemise et tout, avec son petit sac à dos venant de Suisse. Il avait 3 boulots, il travaillait à l'usine, le mec. L'usine, barman, je pense, de mémoire, et un autre truc pour s'en sortir. Et le mec, il venait pour se former pour faire du trading. Le mec, il travaillait à la chaîne. Je sais pas, t'as vu où il est aujourd'hui. Et par hasard, il a rencontré Amine, qui à l'époque était mon ami, c'est son associé. Amine, c'est moi puissance 1000. Ce mec, c'est un fou furieux. Le mec, il est pas sur les réseaux, tu vois nulle part, mais il a une intelligence hors norme. Et voilà, et ces gens-là, se sont formés aussi, ils ont été chez les meilleurs, les masterminds, les machins, les trucs, les bazars, pour arriver où ils en sont aujourd'hui. Ils ne l'auraient pas fait, ça leur aurait pris 10 ans. Et donc voilà, ils font de l'investissement, ils font du trading, etc. Tout ça pour dire, ça dépend du profil de risque. Si t'es conservateur, tu vas faire de l'immobilier, si t'es un peu plus actif, tu vas faire ça, puis la crypto, les affinités, les machins, les broles. Et si t'es un entrepreneur et que déjà tu prends des risques tous les jours parce que tu fais du e-com, si on veut ça prendre des risques, ou du dropshipping, et que t'es actif, la plus-value que tu dégages, c'est pas du capital, c'est pas de l'argent que tu as sur un compte en banque, que tu as reçu d'héritage ou d'autres choses. Donc tu peux te permettre de prendre plus de risques parce que c'est de la plus-value. Et donc du coup, de la plus-value avec plus de risques, ça fait plus de plus-value. Et donc ça fait quelque chose qui est parabolique. Et donc du coup, tu peux engendrer beaucoup plus de revenus qui engendrent beaucoup plus de revenus. Et d'où l'expression l'argent appelle l'argent. Et voilà.
Et donc, ça dépend vraiment des profils de risque. Puis tu peux tout combiner, tu peux faire un peu d'immobilier. Par exemple, on avait fait une stratégie avec Olivier Sebon à l'époque. Immo Crypto, on avait appelé ça. C'est toujours sur YouTube, hein, d'ailleurs, tu peux regarder. Il dit, ben voilà, vous achetez le levier de la banque et tout, machin, là. Vous allez dégager 300 euros par mois, le revenu. Imaginons, vous passez 300 euros, le mettre sur un compte en banque, vous allez perdre de l'argent avec l'inflation. Investissez 10% dans la crypto, 10% dans de l'or, 10% dans les actions, etc., etc. Et gardez les 20 de côté. Et puis du coup, t'engages pas ton capital, t'engages pas tes biens, tu ne touches pas à ton train de vie, tu utilises la plus-value que génère l'immobilier pour mettre dans des autres piliers qui sont plus risqués et qui vont rapporter plus d'argent. Et puis comme tu fais ça tous les mois et que c'est automatisé, tu fais du DCA naturel et sur un mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, tu génères des plus-values de 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 400, 500%, 1000 sans aucun problème. Et tu peux devenir millionnaire en commençant avec un salaire à 2000 euros sur 10 ans. C'est tout à fait faisable. C'est mathématique. Ça s'appelle les intérêts composés. Mais simplement, il faut juste gérer un petit peu, aller dans les actifs plus risqués, etc. Voilà. Ouais, ça t'a super bien résumé. Franchement, ouais, t'as super bien simplifié l'approche vraiment entre t'es moins actif et puis plus t'es actif, plus tu manges. Et puis, tu peux avoir dans des phases de ta vie où tu seras moins actif. Et donc là, tu te dis, putain, là, je sais pas, moi j'ai eu le cas, j'ai pas été actif pendant 3 ans. Mon père, cancer généralisé, mon oncle, séparé de la mère de mes enfants, pendant 3 ans, j'étais une merde. Conservateur, stacking, immobilier, et mes petits business tranquilles. Et ma vie était bien, mais j'étais pas au top. J'étais en dépression, j'étais pas bien. Mon père, les trucs, les machins, j'ai vécu un enfer avec pression psychologique avec la maladie de mon père. Il a eu 4 cancers, il a fini avec une euthanasie où j'ai dû tout gérer à la maison tout seul. Je suis fils unique. T'imagines dans les cas psychologiques que tu peux être, comment tu peux entreprendre, prendre des risques alors que tu es détruit psychologiquement. Tu peux pas. Et donc pendant 3 ans, mode safe, IMO, stacking crypto, de temps en temps un petit peu du DCA, ça c'est facile, automatisé. Et voilà, et donc où les rentabilités elles diminuent, mais enfin bon, c'est toujours 5-6 fois ce que fait une banque. On n'est pas à la rue, hein, c'est pas. La Porsche, elle est toujours là. Hein. La 488 Spider, elle n'a pas bougé depuis 2017. Hein. Tout ça pour dire que tu peux changer de profil pendant ta vie. C'est pas parce que tu commences à faire un truc que tu vas rester à fond tout le temps. Tu peux revenir en mode chill, investir IMO, star, machin, etc. J'en connais plein qui font ça. Puis à un moment donné, là, t'es un niaque, t'es à fond dedans, t'es en fond dans les trucs. Ah, vas-y, je risque. Et là, bim, tu engages la machine parce que tu sais faire. C'est la bonne opportunité, t'es au début d'un bull run, un truc, Trump, machin, etc. Psychologiquement, t'es bien, t'es libre, t'as plus de contraintes et t'es à fond dedans. Et là, tu refais de nouveau des 500, des 700, des 1000%. Je suis pas un mytho, c'est la réalité. Hein. 2024, j'ai fait 500% de rentabilité sur mes investissements en crypto. Voilà, c'est tout, tranquille. Mais je sais faire. Voilà. Et c'est tout. Et puis voilà, puis tu gères dans ta vie par rapport à ce que tu as envie de faire, ce que tu n'as pas envie de faire. Ah, puis en plus, tu partages, comme Solana, tu vois, j'ai 2-3 gars qui te connaissaient qui m'avaient dit, ouais, bah oui, c'est Monsieur Solana, il nous a fait gagner énormément d'argent, il nous a fait prendre ça quand c'était à $1, un truc comme ça. Plata, il était à la rue, il n'avait plus la Porsche. J'ai encore trouvé des vidéos, il roulait en A45 jaune. Il était à terre. Et puis, un peu par hasard, j'ai rencontré via. Après ça, voilà, ce qui fait Blata, on ne peut pas discuter, ça sert à rien de faire des commentaires là-dessus. Chacun ses problèmes et chacun sait ce qu'il fait dans sa vie. C'est pas mon problème. Et un peu par hasard, je lui explique, machin, etc. Il m'écoute, il me suit. Et il a investi, je sais plus, 25-30, il a pris 6 millions. En quoi 18 mois 20 mois. Oh, waouh. Il y en a plein. Je me voilà à Dubaï, je me fais arrêter dans tous les endroits. Merci. Ça, Solana, c'est un truc parmi plein d'autres. Hein. Il y a plein de gens qui m'ont écouté dans plein d'autres choses. Hein, aussi, tu sais, j'ai vraiment des trucs de ouf. Hein. Tu vas rigoler dans ce que je vais te dire. Écoute bien, hein. Tu vas exploser de rire. Marbella, 2012. Je me suis séparé de la mère des enfants, etc. Je fais un peu la fiesta, je vais à gauche, à droite et tout. Je vais voir une copine à moi qui est barman dans un bar où il y a beaucoup de femmes travailleuses qui sont là. Je suis au bar, gentiment, je bois mon coca, je suis sur mon téléphone, je regarde les graphiques, je sais plus quoi. Et il y a une de ces damoiselles qui passe, qui me dit « Ah, tu fais du trading ?» Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Ouais, moi aussi. » Je dis « Ouais. » Elle est sur son téléphone, machin, etc. Forex, machin, etc. Du coup, je parle avec elle, là, une Sudam, 2014, 2015. Et puis je lui dis, crypto, tu fais un petit peu? Ah non, j'ai entendu parler de ça, mais je connais rien. Puis je dis, bah voilà, installe un truc. Je suis à un bar dans une boîte. Hein. Je lui explique. Et moi, je parlais avec ma copine qui était de l'autre côté du bar, qui était barman. Je buvais un coca avec elle, voilà, tranquille. Et je lui explique, voilà, t'installes Binance, machin, etc. Je dis, regarde ça, Ethereum, machin, truc. Là, j'explique un peu les trucs. Je dis, t'achètes de façon régulière, tout le bordel. Puis voilà, je ne le vois plus. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Puis je la recroise à Marbella il y a 4 ans, dans une boîte un peu par hasard. Elle s'appelle Johanna. Marc! Elle arrive vers moi et tout. Ouais, t'as changé ma vie et tout, machin. Je me suis intéressé à la crypto, j'ai investi. Et en plus de ça, je me suis intéressé, j'ai écouté ce que tu faisais, j'ai regardé ton parcours. Je me suis formé dans l'IT. Je suis certifié Amazon Cloud Computing AOS. Et je travaille dans l'infrastructure maintenant.
Imagine J'avoue. l'histoire, sorti une pute de la rue. Waouh. Truc de ouf. Ouais, Mais c'est des ouf. histoires comme ça, mais j'en ai mais des tonnes. Des mecs qui font de l'import-export avec des pays d'Afrique sur des produits naturels. Mais Mhm, les mecs, des trucs de ouf. Des histoires, je peux faire une série Netflix. Netflix, c'est mhm. une dinguerie. Mais là, l'histoire de la damoiselle, et je l'ai encore revue il n'y a pas si longtemps. Il y a 1 an et demi, je l'ai recroisée. Et voilà, elle est heureuse. Et ça fait plaisir, tu vois ça. Ah, bah, c'est sûr, ça, c'est pour ça Mais tu aussi que. vois, on dit toujours, il faut donner pour recevoir. Moi, j'ai toujours fait ça naturellement. J'ai toujours expliqué ce que je faisais, la cybersécurité, le hacking, les machins, les brawls. Réseau par réseau, moi, ça change rien. Moi, les réseaux, aujourd'hui, là, je fais un peu de TikTok parce que ça m'amuse. Le jour où ça va me casser les couilles, je ferai plus de TikTok. Hein. J'ai pas besoin de TikTok pour vivre. Hein. Moi, je me Mhm. prends pas les couilles, hein, je dis honnêtement. Mais voilà, ça m'amuse. Et puis, ça me fait plaisir de rencontrer des gens qui m'ont suivi. J'ai croisé il y a 2 mois. Ah ouais, j'étais à Dubaï. Je vais voir une copine à moi, j'avais le PC sous le bras crypto, machin. Chez elle, on picole un peu. C'était un vendredi. Je sors de chez elle. J'envoie un message à mon associé Valentin. Salut Valentin. Je dis, t'es où? Elle me dit, ouais, on s'est excité avec des potes à moi et tout. On va au Blue. Blue, c'est une boîte à Dubaï. Mhm. PC sous le bras, hein. 22h30. Bon, je dis, vas-y, je te rejoins. Enfin, le Blue, c'était à 2 kilomètres. J'arrive au Blue, c'était soirée venant, soirée parisienne, full français, machin. Je dis, wow. Déjà, j'arrive à l'entrée. Ah, Marc, 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 Marc. Mon pote arrive, on monte, on prend une petite table, on s'excite un peu. Avec le PC, toujours le laptop, hein, machin, etc. Il y a un mec qui passe. Ah, Marc, putain, depuis le temps que je te vois et tout. T'as changé ma vie, tu t'en rends même pas compte. Et il commence à m'expliquer son parcours. Ah, putain, j'étais en tôle. J'avais mon téléphone, j'étais comme ça en l'air pour passer le brouilleur. Je regardais toutes tes vidéos, tes trucs, tes machins. Ça fait 4 ans que j'étais en tôle. J'ai regardé toutes tes vidéos, tous tes lives, tous tes trucs, tout le temps. Je me suis formé dans la crypto et tout, machin. J'ai suivi ce que tu as dit, tu as changé ma vie. Il me restait 4 000 euros, j'étais par terre. À distance, je disais à mon frère, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand je suis sorti de tôle, j'avais 70 000 euros. C'est grâce à toi que je me suis relancé. Et j'en ai des histoires comme ça, mais je peux t'en dire 15, 20. Des histoires, une fois à Marbella, une dernière pour la route, c'était marrant. Donc l'histoire là où je suis parti à Dubaï, Fiesta, Nouvel An et tout, là où j'ai rencontré tous les influenceurs. Bon, les 10 jours sont transformés en 6 mois. C'est aussi une petite histoire un peu marrante. Les 10 jours à Dubaï, je reviens à Marbella. Le Covid, c'était un peu relâché. Je sors à la Féfé. Je vais à Banus, je sors, personne, je roule en voiture. Bon, tout d'un coup, je vois une Clio blanche et un mot appel de phare, appel de phare, appel de phare, appel de phare. Je sais quoi cette histoire-là? Plaque espagnole, le mec qui vient à côté de moi, tout maigre, hein, tout mince, comme ça. Il dit, Marc, 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 faut que je te parle, faut que je te parle. Viens, on va prendre un café. Bon, ok, moi, je rentre dans Banus, je me gare, le mec il arrive et tout. Super sympa, il dit, ouais, je te suis depuis des années et tout, c'est bien ce que tu fais, tout ça, machin. Bon, je vais faire l'histoire courte, voilà. J'ai du papier, là, je vais rentrer en France, je vais me présenter aux autorités pour payer ma dette, faut que tu m'aides. Ah, je dis, tu veux faire quoi? Elle me dit, papier, je veux l'investir et tout, je vais payer mes dettes et tout, et puis quand je sortirai, comme ça, tu es clean. Je dis, ok, ouais. Parce que le proche, je sais pas son nom, rien. Bah, je lui explique que voilà, tu peux changer ton papier là, tu peux aller dans les ATM, les machins, tout de change, bazar, etc. Il fait tout. Et il revient 10 jours après, je le recroise, il dit voilà, je t'ai écouté, tout, voilà, les wallets sont là, tout est là. Je fais quoi maintenant? Ah, je dis voilà, tu fais ça, Solana, machin, Ethereum, Bitcoin, là, bam, 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 tout. Il donne tous les wallets décentralisés, j'explique tout, il donne tout à sa sœur, etc. Plus de nouvelles. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, nous, là, avec la même personne que j'ai croisée au Blue, là, qui a changé sa vie avec les 4 000 euros qui sont devenus en 70 000. Je le vois une fois, 2 fois, donc je le resto et tout. Puis il me dit, tu sais que tu as changé la vie de beaucoup de personnes. Moi, je dis, ouais, les blattes, elle dit, ah non, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, à Marbella, il y a des gens que tu as aidés et je pense que tu t'en rends même pas compte. Ah, je dis, ouais, explique. Tu ne te rappelles pas du cycliste qui t'avait coursé en voiture? Parce il faisait beaucoup de vélo, le mec. Ah, je dis, Mhm. ouais, je vois très bien, je sais plus son nom. Ouais, lui. Et là, il est en tôle, là, ton corps. Il va sortir, là, dans 2 mois. Il est comme un fou. Tu sais le papier que tu lui as fait placer, là, tu sais combien il sait maintenant, là, toute la valorisation de tout ce que tu lui as fait acheter? 16 millions. 16 millions. Ah, truc de malade. Ah ouais, parce qu'en plus, il n'a pas la tentation de vendre parce qu'il est Ah en bah prison. lui, il a fait du hold forcé, lui. Parce que c'est ça, c'est le souci, c'est que des fois, tu peux donner des conseils, mais les gars ils vont vendre, ils vont se dire, ah là, faut vendre. Ah, voilà. Waouh, énorme. Et du coup, toi, tu penses que Solana va remplacer Ethereum et Ethereum, il va se casser la figure? Ou tu penses Non. qu'Ethereum Ouais, il y a toujours, ça peut faire un flip à un moment donné, mais je pense pas. Parce que l'Ethereum est tellement développé, tellement utilisé dans tellement d'applications, parce que c'est la première blockchain applicative dans laquelle tu peux développer du back-end, du processing, du stockage d'informations, que dans le Bitcoin, tu sais pas faire. Bon, et aujourd'hui, il y a des prototypes dans le Bitcoin avec des inscriptions, ce qu'on appelle, par exemple, Stamp, mais bon, c'est du prototyping, c'est pas la même chose. Ethereum, c'est vraiment la première blockchain utilitaire où tu peux faire des smart contracts, des applications distribuées, etc.
Donc c'est la première, donc elle est toujours là, elle est passée en proof of stake, donc c'est moins cher, elle est quand même un peu plus performante, mais bon, c'est toujours de la merde par rapport à Solana. Ça pourrait, mais je pense pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de challengers à Solana. Solana maintenant est challengé par SUI, challengé par une autre blockchain qui s'appelle Eclipse, qui n'est pas encore sortie. Voilà, il y a d'autres challengers dans la liste. Donc ça se cherche encore, tu sais, la crypto, c'est toujours, voilà, ça se cherche un petit peu, donc on verra, quoi. Mais ça pourrait arriver. Il y a une grosse annonce qui va arriver dans les 15 jours. Je peux pas en dire plus. Mais il y a le plus gros lancement sur Solana qui va être fait dans les 15 jours, qui risque de faire bouger un petit peu les marchés. Donc voilà quoi. Mais ça pourrait, mais je pense pas. Par contre, toute la valorisation du marché qui monte à cause de Trump, à cause des ETF, à cause des produits dérivés, à cause des CBDC, donc de l'euro numérique, etc., l'adoption, l'utilisation. Ça, oui, oui. Le Solana, il peut monter à 500 ou 1000 dollars sans aucun problème. Le Bitcoin, sur 10 ans, il sera à 1 million de dollars. L'Ethereum, il sera à 10 000, 15 000. C'est certain. C'est une question de temps. Après ça, je ne sais pas te dire quand, je ne sais pas ce qui va se passer. Guerre, pas guerre, machin, truc, Trump, arrête la guerre en Ukraine. Il y a tellement de choses pour le moment macroéconomiques autour. L'or qui n'a plus de 3000. Voilà, c'est toujours un peu bizarre. Mais sur du long terme, 10 ans dans une vie, c'est rien. Hein. Voilà, tu peux faire des très gros coefficients. Clairement. Et dis-moi. Je dis, tu peux faire des très gros coefficients facilement. Ouais, et tu sais, je suis en train de réfléchir. Est-ce que, tu sais, il y a des gens qui investissent dans les portefeuilles diversifiés en bourse, et parfois je me demande, enfin, en fait, c'est moi, mais parfois je me dis, mais attends, est-ce que c'est pas mieux carrément de liquider le portefeuille, de le mettre sous Bitcoin, parce que je sais que le Bitcoin, tôt ou tard, de toute façon, enfin, Tu sais que ce que tu viens de dire, il y en a plein qui l'ont fait dans le cycle précédent. Tu as des familles entières aux États-Unis, ils ont tout vendu, ils ont tout mis sur Bitcoin. Là, ils sont multimillionnaires, acheté une île, ils ont acheté un truc, des lodges en Afrique du Sud, ils vivent leur best life. Hein. Il y en a plein qui l'ont fait. Après ça, il faut savoir ce que tu fais, le faire au bon moment et faire un bon DCA, etc. Donc, c'est pas dire, voilà, je fais all-in maintenant tout de suite. Il faut faire all-in au bon moment. Ou avoir une stratégie derrière, prendre des risques, avoir un camping-car, avoir sécurisé les histoires, quoi, tu vois. Mais il y en a qui l'ont fait. Il y a des familles là sur YouTube, tu peux voir. Hein, les mecs, ils ont acheté, ils ont tout vendu, tout. Ils ont acheté un camping-car pour survivre. Ils ont mis de l'argent de côté pour avoir 6 mois de vie. Et tout le reste, ils ont fait all-in dans le Bitcoin. Tout. Avoir les couilles de le faire. Ils se sont dit, voilà, si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. 1. 2, c'est la bonne opportunité, c'est le bon moment. 3, de toute façon, on a le mobil-home, on va faire le tour du monde tranquille en mode camping. On a 6 mois de bouffe, de nourriture et tout pour survivre, de soins médicaux, etc. s'il se passe quelque chose. Donc on se sent bien, on est safe. Et de toute façon, on a les compétences. Si on veut retravailler, on travaille, ça va bien se passer. Et puis go. Et ça fait partie aussi de l'éducation financière. Et moi, c'est ce que j'explique aussi. La première chose que j'explique, c'est voilà, qu'est-ce que vous avez besoin pour vous sentir bien? Un toit, une Rolex, une Ferrari, 1000 euros sur un compte, 10 000, 6 mois, 100 000, 1 million, rien, je sais pas moi, un chapeau, et une personne n'est pas l'autre. Et tu vois, c'est ça qu'il faut définir, c'est tout ça. Et ça définit le profil de risque d'un investisseur. Moi, je sais ce que j'ai besoin pour me sentir bien. Voilà. Ça, moi, tout le reste, honnêtement, je m'en bats les couilles, quoi. Du moment que j'ai ça, le reste, j'ai pas, ça va pas changer ma vie. Après, c'est gai d'avoir, un truc, et sur un coup de tête, prendre un billet d'avion pour aller au Texas en first class, pour une formation avec les meilleurs, et dépenser 15K pour après ça en faire des millions. Parce que tu sais que ça, le ROI il va être énorme. Mais ça, c'est la liberté financière. Pour moi, c'est ça, c'est acheter du temps et faire ce que tu veux quand tu veux. Là, je te parle, je suis dans une chambre, dans un Hilton, à Dallas. On m'aurait dit il y a un mois, j'aurais été à Dallas, je t'aurais dit, t'es un malade, toi. Je vais le foutre à Dallas, quoi. Là, je suis là avec mon setup, je viens de démonter, là, parce que je change de chambre. J'ai mon setup, j'ai les 3 écrans, j'ai les 2 valises, j'ai le front ouvert, j'ai les caméras, j'ai tout avec, quoi. Moi, je peux rentrer nulle part, je peux continuer ma vie comme ça, hein, je suis tranquille. Hein. J'ai 8 t-shirts noirs, 2 jeans, des shorts, 3 paires de chaussures. C'est bon, hein. Uber Eats, des cartes bleues, de la crypto, c'est parti, hein, pas de problème. Moi, je te reconstruis un empire sans aucun problème. Et je sais que toi aussi, tu es fan aussi des voitures luxueuses. Alors, C'est quand? j'ai complètement changé d'approche par rapport à ça il y a récemment, mais vraiment. Je suis Mais un c'est fan de quand? voiture. J'ai tout eu. Hein. J'ai commencé Lotus Elise, j'ai eu Toyota Supra 2JZ GTE Targa, j'ai eu une première 488 Spider, j'ai eu un F-150, j'ai eu des Mercedes C coupé, classe E, AMG, ML, j'ai eu Nissan GTR, j'ai eu plein de broles. J'ai eu une deuxième 488 Spider, j'ai gardé entre 2018 et il y a un mois, que j'ai vendu à Dubaï. Elle m'a suivi Belgique, Espagne, Dubaï, et je l'ai vendu en crypto à Dubaï, quasi au même prix que je l'avais acheté, super content. Là, il me reste une C63S Cabrio, une M6 Cabrio V10, et là, je vends tout. Donc la C63, elle est à vente, la BMW 10, elle est à vente, et
la 488, je l'ai vendue. Et là, à Dubaï, donc la 488, je l'ai revendue. J'ai acheté un Nissan Patrol 2015, 100 000 km, nickel, que je suis occupé de remettre en 2024, en option 2024, pour 3 fois rien. Ça m'a coûté 12 500 euros. C'est la meilleure voiture du monde. Ça fait 7 places. C'est un V8. Ça booste à mort. Tu vas dans le sable, tu passes partout. Je fais des trips dans le désert. J'ai fait toute ma maladie des voitures, des machins et tout. Tu peux plus rouler, de toute façon. Il y a des radars partout. Les gens, ils roulent comme des cons à Dubaï. On peut pas rouler. En France, on peut pas rouler. En Espagne, on peut encore un peu s'amuser, mais les routes, elles sont usées. C'est dangereux. En conclusion, on peut pas rouler. Donc, gros pick-up, gros 4x4. Là, en Europe, j'ai racheté un X3 N50, tout nouveau, à un très bon prix. Voilà, c'est une bagnole à 80 000 euros, mais c'est un SUV, quoi. Puissant, mais moi, c'est fini, tout ça, ça m'intéresse plus. J'ai fait ma maladie, mais j'ai plus besoin. Pas... Voilà, j'ai fait le tour. Et c'est quoi que tu as changé? Parce que tu disais, j'ai changé ma façon de voir les choses. Mais justement, en fait, moi, dans mes voitures, j'ai toujours gagné de l'argent. Ça m'a jamais été un centre de coût. La Lotus, je l'ai acheté, je l'ai retapé, je l'ai revendu plus cher que je l'ai acheté. La Toyota Supra, je l'ai acheté pas cher, je l'ai remis aussi en bon état, je l'ai utilisé, je l'ai vendu 4 fois le prix que je l'ai acheté. Je l'avais acheté 12 000, je l'ai vendu 45 000 euros cette voiture, parce que c'était une voiture rare, etc., etc. La voiture de Fast and Furious, là. La 480 Spider, je l'ai acheté, elle avait 1000 km en 2017, je l'ai roulé. 7 ans d'entretien gratuit chez Ferrari. Hein. Tu payes des plaquettes et des pneus pendant 7 ans. Rien, pas une vis, pas un vidange d'huile, que dalle, hein. Pendant 7 années. Je la roulais, quand je la roulais pas, je la mettais en loc à Marbella. Je l'ai loué tellement pendant 3 ans. J'ai repayé le prix de la voiture en 3 ans, 180 000. Donc la voiture elle était gratuite. Je l'ai mis 65 000 km dans la vue. Après ça, je l'ai amené à Dubaï il y a 2 ans. J'ai roulé un peu avec ici. De toute façon, il n'y a rien à faire ici. Dès que tu appuies sur l'accélérateur, ça fait flash, c'est 1200 euros. Du coup, je l'ai mis en vente. Je l'ai revendu un peu moins cher que le prix que je l'ai acheté. Donc la voiture, je l'ai amortie 2 fois. La M6 V10, je l'ai acheté 15 000. Elle en vaut 40. Là, je suis occupé de la retaper complètement. Elle vaut 40 000 euros parce que c'est le dernier V10. C'est une M6 Cabrio full option. La C63, je l'ai achetée il y a 24 mois. Ça va faire 24 mois au mois d'août. Elle n'a pas perdu de valeur avec l'augmentation de l'inflation et tout. Et donc, c'est toujours été des investissements pour moi. Les voitures, j'ai toujours pris des trucs où je savais que c'était une série spéciale. La C63, c'est une 2018. Il n'y a pas de FAP. Machin, c'est le dernier V8 avec les 2 compresseurs. Là, les trucs et les machins. Et donc, je me suis toujours fait des kiffs sans perdre de l'oseille. Mais après ça, voilà, j'ai fait le tour, ça m'intéresse plus. Là, gros 4x4, V8, 7 places pour mettre des gadgets dedans, faire le tour dans le désert, chicha désert, barbecue, ça va très bien. Jet ski derrière, très bien. Et donc, du coup, tu habites où maintenant alors? Alors là, je suis en pleine transition. C'est une excellente question. Parce que je suis sur d'immenses projets. Voilà, c'est qui là derrière? No Bear Zone. Ça va être projet de vie. Je n'en ai pas parlé de ça, mais j'ai fait des énormes projets dans ma vie. Hein. Bon, j'étais CTO de l'entité de trading du GDF Suez, ça c'était une chose. Puis après ça, quand j'ai quitté ça, j'ai inventé, créé de zéro la première identité digitale à succès en Europe. J'ai 2 brevets avec une boîte qui s'appelle Gemalto. En Belgique, ça s'appelle It's Me. Pas mal pour une identité digitale. Hein. It's Me, c'est moi. 9 millions d'utilisateurs. En Belgique, tu peux tout faire sur voter, divorcer. Voter et divorcer. Tu peux acheter une maison à distance, vendre une maison, ouvrir une relation bancaire, signer une transaction à 1 milliard, ce que tu veux. La session la plus sécurité qui existe aujourd'hui, avec 5 niveaux de sécurité. Personne n'a jamais arrivé à le hacker jusqu'à aujourd'hui. Je touche du bois. C'est des Israéliens et tout le bordel. Et tout ça, pourquoi je discutais de ça? Ouais, par rapport à ça. Et là, ça va être mon projet ultime de ma vie, ça, là, ce qui est derrière. Pour mes enfants, évidemment, c'est un projet d'une vie aussi. Hein. Je discute pas. Bref. Mais ça, derrière, ça va être projet d'une vie. Donc, c'est ce que je suis occupé de lancer, là. Ça va se lancer en pre-sale, donc en vente privée début mai. C'est un projet de tokenisation RWA qui est géré par une DAO. Une DAO, c'est une association décentralisée, c'est-à-dire qu'en fait, les actions de la société sont tokenisées. Donc, au lieu d'avoir des parts sur papier, chaque part papier est liée à un token de façon légale et officielle dans un trust. Et donc, tu achètes tes tokens, tu as tes tokens dans ton wallet, tu détiens des parts de la société, donc tu es actionnaire. Et donc, le fait d'être actionnaire, tu as accès à tout ce qui se passe dans la société, les dividendes, les cartes bleues, les avantages, les machins, etc. Et derrière, il y a un écosystème incroyable que je suis occupé de mettre en route, qui va être une première mondiale. Et mon objectif, c'est entre maintenant, là, donc on va dire 1er avril pour faire simple, et 31 décembre, de monter la boîte à 1 milliard de dollars. Et donc, du coup, comme c'est des projets gigantesques, il faut être aux bons endroits, avec les bonnes connexions et aller vite. Marbella, c'est bien, mais bon, c'est pas le meilleur endroit pour rester focus et pour avoir les meilleures connexions par rapport à ça. Donc, du coup, ça fait 10 ans que je vais à Dubaï, 6 ans que j'ai mes sociétés ici. J'y vais 3-4 mois par an, 5 mois, ça dépend. Là, j'ai décidé de déménager complètement. Enfin, je garde l'appartement à Marbella, mais j'ai décidé de bouger complètement à Dubaï, et pas plus particulièrement à Ras Al Khaimah, RAK, qui est l'émirat à côté de Dubaï. Et Dubaï, c'est Émirats Unis, il n'y a pas que Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a
Ras Al Khaimah, il y a plein d'autres Émirats, les autres autour, là j'ai oublié le nom. Et j'emménage là, c'est un peu Marbella, c'est vert. Le Chir a comme vision de garder l'endroit préservé d'un point de vue naturel. J'ai acheté 2 appartements sur la seule île naturelle de tous les Émirats, tout le reste c'est artificiel. Il y a la construction du plus gros casino du monde qui va ouvrir en 2026, donc déjà à 200 mètres de haut, ils vont monter à plus de 300 mètres. Il y a plein d'opportunités, c'est pas cher, les gens sont gentils. Euh, voilà, c'est très, très ouvert d'un point de vue européen, alcool, chicha et je t'en passe, etc. Et donc je m'installe là pour être focus près de tous les gens qui sont proches du ciel, qui sont dans des business incroyables, qui sont milliardaires, qui sont les meilleurs des meilleurs dans tous leurs domaines, pour gagner du temps et être connecté, parce que je suis connecté à beaucoup de gens de ce niveau-là. Et comme je veux aller très vite, bah, pour aller très vite, il faut être proche des gens qui savent. Et quand je ne sais pas, bah, je me renseigne, je me forme. Et comme ça, je suis près de tous ces gens-là pour aller très très vite. Et donc voilà Mm. pourquoi je déménage à Ras Al Khaimah, là au mois d'avril. Plus, Ouais, depuis, j'ai pris une villa. J'ai pris une villa. Ah, je vais éteindre tout Internet, je te le dis tout de suite. T'as une villa à 20 000 mètres carrés, je sais pas, une dizaine de chambres, infinity pool, plage privée, hammam, jacuzzi, sauna, il y a tout. Ils font à pizza, il y a des. Je sais pas, je peux même pas expliquer tellement c'est grand. Enfin, vous le verrez bientôt là, quand je vais faire la petite vidéo de quand j'emménage. Je reçois les clés la mi-avril, je suis très très excité. Et moi, pour moi, ça va être vraiment une évolution dans ma vie. Et tous les gens qui me connaissent, qui me suivent dans ces aventures-là, parce que je suis pas tout seul, hein, je suis tout seul dans mon business. Mais voilà, il y a des gens autour qui font partie de l'écosystème, de près ou de loin, assistantes, etc. Ça va être un game changer pour elles aussi, pour toutes ces personnes-là aussi. Et donc, je suis très content de partir dans cette nouvelle évolution de ma vie. Et voilà quoi. en tout cas, c'est énorme. Ouais, ça a l'air vraiment. J'espère pouvoir faire un tour aussi à la villa parce que ça a l'air d'être vraiment lourd. Welcome, hein. Tu peux venir, tu peux faire du sport là, tu peux faire ta planche sur le côté, là, il n'y a pas de problème, il y a tout ce qu'il faut, hein. Non, c'est vraiment énorme. En tout cas, pour ceux qui veulent parce que je sais que tu aides aussi les. Ça fait combien de temps que tu formes les gens tu les aides Alors moi, avec j'ai ton. commencé à donner des formations avant les réseaux et tout le bordel. Je sais pas, ça fait 7 ans, 8 ans que je forme des gens. Et Ouais. là, bon, avec les problèmes avec mon père et tout ça, j'ai fait une pause pendant 3 ans, 2, 3 ans. Et là, on attaque de plus belle, là. On sort la formation, des formations. Je travaille avec des ambassadeurs aussi qui vont promouvoir ce que je fais dans différentes langues. Donc moi, je fais français, il y a une personne qui va faire en anglais, en italien, en arabe littéraire, espagnol, roumain. Euh, voilà, donc là, puis bon, voilà, on n'a pas parlé, je passe sur la télé belge depuis 5 ans, dans une émission autour de la table, il y a des BlackRock, des ING, des BNP, toutes les banques que tu peux imaginer. Alors voilà, j'ai une exposition médiatique qui est quand même pas mal, je fais du conseil dans les banques privées aussi, des machins, des trucs. Donc voilà, donc ça va être pas mal là ce qui sort. Non, mais Et c'est important de la le dire. formation, et alors la formation que je vais sortir, honnêtement, hein, c'est pas pour faire le malin, hein, mais j'ai mis sur papier tout ce que j'ai fait dans ma vie de zéro, j'ai tout documenté. Donc du moment où j'ai lu le bouquin Tout le monde mérite d'être riche, où je savais rien de rien, jusqu'à aujourd'hui, j'ai tout documenté. Il y a 2500 slides qui sont pédagogiques, qui ont été revus et relus et re-revus par des personnes, une amie à moi, mon premier amour de ma vie, qui travaille dans un bureau d'avocat, bonjour Marie. Elle y connaît rien dans tout ça, elle n'est pas du tout blockchain, crypto, investissement, trading, rien. Immobilier un petit peu, mais elle connaît rien. Et c'est quelqu'un de fiable, etc. J'ai tout donné. Elle est super forte en orthographe, français, anglais, etc. J'ai tout donné, j'ai dit vas-y, tu lis tout, tu corriges, et ce que tu comprends pas dans ce que tu lis, tu me le dis et j'adapte. Elle m'a tout lu, elle m'a tout corrigé, les machins, etc. Et elle m'a dit, bah maintenant j'ai appris beaucoup de choses. Comment ça fonctionne le système monétaire mondial, parce que j'explique tout de zéro. Donc, je te prends par la main, j'explique tout. Et si tu appliques ce qui est dedans, il y aura des quiz, ça va être certifiant. Donc, il y aura un examen à la fin, il y aura un certificat, il y a des lives, des replays, tout est expliqué, il y a des slides, il y a des PDF, il y a des exemples concrets, il y aura accès à des séminaires, enfin, bon, il y a des accompagnements après avec des trucs one-to-one, tout, suivant les budgets, etc. Et celui qui veut passer à l'action et vraiment être rentable et changer sa vie, honnêtement, il peut. Moi, j'explique tout ce que j'ai fait. Il n'y a pas de mytho, il n'y a rien, tout est prouvé par A plus B, je peux tout démontrer. Et j'ai simplement documenté comment je l'ai fait. Ouais, parce que Marc fait partie des personnes qui sont vraiment, vraiment solides. Il est là depuis un moment. Le jeune me disait, ouais, je suis avec le président de Madagascar. Donc, ouais, les gars, si jamais tu veux te former, tu es surtout dans le trading crypto, euh, clique sur le lien qui est dans la description. Je ne sais pas encore à quel moment la vidéo sortira, mais il y a 15 places qui vont être disponibles pour pouvoir être coaché par Marc. Il y aura sûrement aussi un coaching de groupe. Il y a aussi son groupe Elite où tu donnes tes positions, c'est ça? Oui, tout à fait.
Il y a un groupe Telegram dans lequel je partage tout, les investissements, les suivis des positions, tout ce qui est DCA, les analyses. Il y a une newsletter qui part toutes les semaines, etc. On est Ouais. on est 1200 personnes dans le groupe hein, depuis des années. Hein. Ouais, donc tu vois, donc les gars, si jamais tu veux te former sur le trading ou tu commences à te dire, ouais, ça fait un moment que j'ai déjà fait, je suis pas rentable, etc. Parce que honnêtement, les gars, c'est pas pour mal parler, mais il y a beaucoup de fanfarons, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils font des choses, mais qu'ils ne font pas, ou qui font plus d'argent avec grâce aux formations réellement, et en fait, ils sont pas, ou l'affiliation, ils sont pas vraiment solides. Marc, c'est du solide, c'est pour ça que je l'ai remis sur la chaîne. Donc, clique sur le lien qui est dans la description quelque part. Et comme ça, tu pourras aller plus loin avec lui si jamais tu le souhaites. Bon, et du coup, toi, Jonathan, t'as investi un petit peu dans la crypto et tout ça, t'en es où, toi? Parce que c'est bien de Ouais, coacher des marketing et tout, mais t'en es où, toi, dans tes investissements? Est-ce que tu arrives au moins à contrer l'inflation, pas par tes revenus, mais par tes investissements? bah oui, parce que bon, moi après j'ai commencé, si je suis rentré quand il était à 20 000 le Bitcoin. Et Bien. je suis mis tous les mois. Donc voilà, donc je sais pas. T'achètes de façon régulière? Ouais, je tiens sur un DCA. Après là, je suis sorti. Ça c'était avant qu'on se rencontre, mais je suis sorti quand il était à 100K le Bitcoin et après je suis rentré sur l'Ethereum. Faut t'as bien fait. L'Ethereum. C'est une bonne stratégie parce que le Bitcoin a bien performé, il y avait un décalage avec l'Ethereum, et à Delta où tu peux faire un x5 sur l'Ethereum, donc c'est une bonne stratégie. Voilà, c'est ça que je vise. Donc je suis sorti, je suis rentré sous Super pour le gaming, Super, Destra, Ethereum, Avax, et, voilà. Et j'attends. C'est bien. Voilà. Bonne stratégie. Tu as ton plan. Tu as ton plan, tu suis ton plan. C'est ce qu'il faut faire. Ouais, voilà. Et Top. du coup, et comme après on s'est connu, tu m'as parlé de Plume. À un moment donné, on a eu un petit. Je sais pas Ouais. comment on dit. Et Un je suis dip. sorti. Ouais. Un peu, un dip. Je suis sorti un peu de Destra et je suis rentré sous Plume. Bon, bah, c'est bien. Est-ce qu'on va perdre des plumes? C'est la question. On verra bien. Bon, en tout cas, hein? Ouais, je dis Super. Inch'Allah. Et ben toi qu'est-ce que tu conseilles? Ben, c'est important quand même. C'est pour donner un peu de nuggets. Toi, quel conseil tu pourrais donner, par exemple, sur quelqu'un qui regarde la vidéo maintenant, qui n'a toujours pas investi en crypto? Ah bah, c'est pas compliqué. Tu fais all-in sur Melania et tu es sûr de tout perdre. C'est sûr. Non, Sans mais donner bon, voilà, d'investissement. pour donner un petit peu des tips et des cryptos à suivre. Après ça, il faut les acheter au bon moment. Hein. Pas acheter tout faire au ligne maintenant. Mais dans les différents domaines, je pense toujours qu'il faut mettre un petit billet sur Solana. On est sur des niveaux intéressants. Concurrent de Solana, SUI, dans tout ce qui est L0, donc Layer 0. Après ça, dans tout ce qui est RWA, je reste toujours persuadé que Rio est un bon projet. Un petit peu sur Rio, plus sur Plume. Après ça, dans les RWA, tokenisation de dette américaine, parce que c'est USA First, Ondo. Et puis après ça, donc il y a Plume, bien sûr, je l'ai dit. Après ça, il y a dans tout ce qui est tokenisation d'infrastructures physiques, PIC, PEA-CQ, PAQ. Et puis après ça, j'ai plus ma liste sur les yeux, mais c'est déjà pas mal pour commencer. Après ça, voilà, il y a d'autres choses, mais c'est pas mal comme petit nuggets, déjà ça. Ouais. Et après ça, c'est pour ceux qui sont. Après, c'est vraiment volatile ceux-là. Sinon, ils peuvent rester sur Bitcoin, non? Bien sûr, après ça, il y a toujours évidemment Bitcoin en DCA, Ethereum en DCA, sans aucun problème. Bon, ben Voilà, super. Super, merci Marc en tout cas d'être passé sur la au chaîne, ça fait plaisir. vraiment peut-être. Vous me direz les gars en commentaire si vous voulez que Marc y revienne ou que je rappelle Marc pour, je sais pas, peut-être quand le Blue Run il va vraiment démarrer. Ah ben, la prochaine fois, c'est toi qui vas venir chez moi. Ok, sans problème, sans problème. On fera un petit interview chez moi parce que marketing et stratégie comme tu fais, je pense que ça peut aider beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde qui veut passer à l'action aussi et pas forcément faire que du trading ou ce genre de choses, mais ça fait partie de l'investissement. Hein. Parce que tu as beau avoir le meilleur produit du monde, si dans ton coin et tu n'arrives pas à le commercialiser, ça va pas se passer grand-chose. Ça c'est sûr, comme j'aime à dire, c'est ouais, c'est sûr. Si tu fais Ah, rien, voilà. bah, rien se passe. Bon, ben ça marche en tout cas. Merci Marc. Avec Est-ce plaisir. que tu as. Ah, j'aime bien dire aussi, tu sais, donner deux, trois conseils aux personnes qui aimeraient se lancer, mais qui hésitent, quel que soit le domaine, ça peut être entrepreneurial ou Ouais, bien trading. sûr, j'ai un conseil. C'est très simple. Il y a trois choses. Première chose, j'ai un fond d'écran depuis 10 ans sur mon ordinateur, que tu as peut-être vu, je pense. On a dû faire un zoom. La phrase, elle est simple. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est un mec qui s'appelle, un petit peu connu, qui s'appelle Thomas Edison. On regardera un petit peu si vous ne savez pas qui c'est. C'est quelqu'un qui a fait des petites choses dans sa vie. Et une de ses phrases, c'est Vision without execution is hallucination. Donc avoir une vision sans l'exécuter, c'est de l'hallucination. Tout ça pour dire que c'est bien de vouloir faire des choses, de faire des plans sur la comète, mais si tu fais rien, tu restes dans un état stable, il va se passer rien. Donc, prendre aucun risque,
ça rapporte rien. Donc le résumé de tout ça, et c'est dans tous les bouquins et dans tous les gens qui donnent du coaching, c'est passer à l'action. Et passer à l'action, c'est pas forcément faire n'importe quoi, c'est réfléchir, avoir un plan et agir, le faire. Comme dit Tammy Cabage, on peut le citer aussi, agir, c'est la même chose. C'est toujours la même chose, c'est il faut passer à l'action. Autrement, il va rien se passer. Voilà. Ça, c'est une de mes phrases, je le dis tout le temps. C'est marrant que tu dis ça. Je dis toujours, si tu fais rien, il va rien se passer. Ah ben, dans mes slides, dans gestion financière, c'est le quatrième slide de la formation. Ok, cool. Tu vois les grands effets sans compte. Ben voilà. Bon, super Marc, ça m'a fait plaisir de passer sur la chaîne et que toute la connaissance, l'expérience que tu as pu partager. J'espère qu'il y en a qui n'ont pas eu peur, qu'il y en a qui ne sont pas partis en pleurant et qu'il y en a qui vont prendre un bas le corps et qui vont passer à l'action. Non, mais au pire, les gars, regardez plusieurs fois la vidéo, parce que c'est vrai que des fois, le Marc, il est un peu technique, mais après, vous pouvez regarder plusieurs fois la vidéo. Il y a ChatGPT pour pouvoir trouver les définitions s'il faut. Et puis voilà. Yes. Super. Ben écoute, merci Marc. On lâche rien et on reste déterminé. Exactement, 2025, on va tout niquer. Tout niquer. Allez, ciao. Ciao. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens, puis triez par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.